Got gun, Hulk left slot, Dixie left, Key left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 139 du podcast Touchdown Actu. Et oui, ça va vite, je vois Raoul qui lève les yeux. Bah oui, 2 émissions par semaine maintenant, ça, alors le compteur tourne. Raoul Villeroy à ma gauche, bonjour. Hello. À ma droite, il est de retour de Seattle. C'est Camille Saraben, bonjour. Hein? Quoi? Ah oui, il est sourd parce qu'il était au... Comment il s'appelle maintenant? Questfield, ce truc? Century Link Field, bon, il change toujours de nom. Et en face de moi, c'est pour ça que j'ai gardé ça pour la fin, ce n'est pas Raphaël Masmejean, non, il n'est pas là, Raphaël. C'est une première, il va être absent pendant 4 émissions, donc ouais. on lui souhaite, on lui dit un petit bonjour, bah ça double bye week, du coup. Bon, on lui dit un petit bonjour s'il nous écoute. En face de moi, c'est Jonathan Pham, bonjour Jonathan. Salut à tous, très content d'être avec vous et puis merci pour l'accueil. Bah, merci à toi d'être avec nous, Jonathan. On rappelle que tu écris sur Touchdown Actu, bien évidemment, sinon tu serais pas là, hein. C'est un club très fermé ici, et que donc tu tiens la chronique des rookies notamment, entre autres, des résumés de matchs aussi de temps en temps, des perms de temps en temps, des brèves, tout ça. On vous rappelle que le podcast Touchdown Actu du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris. C'est soirée NFL Game On tous les dimanches, encore cette année à partir de 19h, vous avez des wings à volonté et un happy hour, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Au programme cette semaine, retour sur tous les matchs d'une deuxième semaine également bien agité, les questions et la preview du jeudi. C'est parti. Bradford to the end zone. Rudolph, touchdown Vikings. Bradford on play action, going to the end zone. You've got it. Diggs. Who else? Et on commence donc avec ce match entre les Vikings et les Packers, 17-24 pour Minnesota. Début réussi pour Sam Bradford et pour le nouveau stade des Vikings, puisque c'était une double première. Bradford, 22 sur 31, 285 yards, 2 touchdowns, 0 interception, 121 d'évaluation. Convaincant ou pas, on va laisser Jonathan commencer, puisque honneur au nouveau quand même. Bah convaincant oui, parce que bon, pour la petite stat, j'ai regardé, c'est la 3e meilleure évaluation de sa carrière pour un mec qui arrive, qui a 2 semaines pour apprendre le playbook et qui a pas de jeu au sol, parce que depuis les Vikings sont la pire attaque au sol sur les premières semaines. Donc franchement convaincant, et moi je demande à revoir parce que franchement c'est intéressant. Raoul. Très intéressant en attaque, ça c'est sûr, Jonathan l'a dit. Très intéressant en défense surtout. Moi je trouve cette défense des Vikings pas surprenante parce qu'on savait qu'elle serait forte, mais plus forte que prévu. Et alors vous allez tout de suite me traiter de fou malade, de ce que vous voulez, mais ça me fait penser un petit peu à ce qu'on a vu l'an dernier avec la défense des Broncos, qui nous a très agréablement surpris, en tout cas plus que ce qu'on attendait. J'ai été chercher quelques stats pour rigoler. Il y avait déjà deux TD défensifs pour la défense des Broncos en 2 matchs. Il y en a déjà 2 pour les Vikings. Ils avaient 249 yards en moyenne accordés en 2 matchs, 280 pour les Vikings. Pour l'instant, ça part sur des bonnes bases et ça peut, pourquoi pas, aller un peu plus loin. Alors, je suis d'accord avec toi et je comprends que tu veuilles parler de la défense des Vikings, mais que tu fasses une fixette tout de suite. Je parle de Sam Bradford, tu passes sur la défense des Vikings. Sam Bradford fait quand même un super match pour commencer. Pourquoi tu veux pas me parler de lui? Parce que j'ai pas l'impression que ce soit lui qui ait vraiment fait gagner ce match. En l'occurrence, c'est pour ça que je te parle de la défense. Non mais c'est vrai, il a pas une très bonne O-line, donc il est obligé de se débrouiller, de lancer un petit peu sous la pression et tout. Moi je trouve que ses receveurs aussi font un excellent travail, et c'est pas forcément lui qui les met dans les meilleures dispositions. Il a pas une très bonne ligne offensive, mais il a quand même pas de jeu au sol. Il y a que 30 yards au sol au total. Il y a Adrian Peterson qui est blessé, déchirure du ménisque, si je dis pas de bêtises. Il est donc sous pression comme tu le dis, et il s'en sort avec 121 déval, il lance pas une seule interception. Stephon Diggs l'aide bien, tu l'as dit, 9 réceptions pour 182 yards et un touchdown, mais c'est quand même presque un des meilleurs matchs de sa carrière quand même à Sam Bradford. Oui. Non mais alors j'ai l'air ingrat comme ça. On a suffisamment tapé dessus pour qu'on fasse remarquer que c'est probablement le meilleur match de sa carrière. Ok, oui, d'accord. Non mais alors, je peux pas encore une fois avoir l'air ingrat, mais
quand je dis que cette défense m'a plu, c'est surtout que je l'attendais pas forcément à ce niveau-là. On savait que l'attaque des Vikings avait des armes, on l'imaginait plutôt avec Bridgewater et Peterson. En l'occurrence, ni l'un ni l'autre ne sont là. Donc, qu'elle progresse, tant mieux. Si Bradford est là et si Bradford peut faire quelque chose avec cette équipe, alors c'est que du bonus. Mais encore une fois, moi, je te dis, c'est cette squad défensive qui m'a fait pas me réveiller la nuit parce que je l'ai pas regardé en direct, mais ça aurait pu. Après, l'intérêt, Jonathan, c'est peut-être aussi que tu parlais de Bridgewater, on disait grosse défense, Bridgewater, faut qu'il les porte au-dessus, et ils l'ont peut-être remplacé. Remplacer, je sais pas, parce que Bridgewater, je pense que ça reste. Oui. Mais je pense que dans l'idée des Vikings d'avoir une grosse défense et d'avoir juste simplement un bon manager en attaque, il peut totalement faire ça et être même plus que ça, je pense. Moi, ça me paraît plutôt encourageant, en tout cas, à ce niveau-là. Je ne crache pas dans la soupe. Inquiétude pour Green Bay ou pas ? 14 points encore une fois, encore un petit match d'Aaron Rodgers. Et peut-être, alors on disait meilleur match de Bradford en carrière, peut-être un des plus mauvais de la carrière d'Aaron Rodgers. Oui, sur Pro Football Focus, c'est le pire. 3 fumbles, une interception dans les mains de Terrence Newman qui relâche, donc aurait pu en être une sur le compteur. Heureusement. L'interception de fin, il est à 0 sur 5 et 5 sacs quand il est sous pression. Face au blitz, il est à 7 sur 18, un touchdown, une interception de sac. C'était pas du grand, même s'il y a toujours des lancers un peu fous. Mais c'était pas du grand Rodgers. Mais il a été forcé de bouger beaucoup dans la poche, de s'échapper, d'essayer de trouver des solutions, et ça l'a pas aidé. Et heureusement, c'est Aaron Rodgers et il arrive à sortir quelques big plays. Mais à part ça, un quarterback moyen se serait fait complètement découper. Lui, il s'en sort presque honorablement, mais ça suffit pas pour gagner un match comme ça. Ouais, puis j'ai l'impression que quand on a Aaron Rodgers, on se repose un peu sur lui et que du coup, il n'y a plus aucune imagination offensive, quoi. Le play calling, il fait un peu peur. Enfin, franchement, t'as des grandes passes de Rodgers qui voient Davante Adams devant, mais sinon, on voit pas grand chose, quoi. La pauvreté de McCarthy, mais on y revient assez régulièrement au final. Ça commence à devenir un thème récurrent. Après, il y a les receveurs qui ont du mal à être ouverts aussi. Parce que alors le secondary des Vikings a été en 2 temps. Trey Waynes en fait fait un mauvais match. Heureusement il sauve à la fin avec cette interception, mais il fait un mauvais match et il a pris un peu l'eau tout le match. Là, sur le premier touchdown, Jordy Nelson il est tout seul. Heureusement c'est difficile pour les Vikings d'être partout aussi, mais en l'occurrence les Packers, je vois pas qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de plus sur ce match, les receveurs. En 2 matchs, ils ont quand même pris 22 pénalités, les Packers. Ça aussi. Et en défense, le front 7 a été bon relativement, notamment pour stopper Adrian Peterson avant qu'il se blesse et pour stopper le jeu au sol. Mais les cornerbacks, eux, c'est pareil, ont perdu un peu le fil au bout d'un moment, malgré la pression, parce qu'on l'a dit, Bradford il est sous pression quand même 48% du temps, donc encore une fois, c'est à son crédit. J'en démords pas. Mais les cornerbacks ont fini par lâcher, donc ça aussi, ça pourrait être inquiétant. C'était un des points forts de Green Bay avant. Et c'est un peu plus irrégulier en tout cas dans ce match-là. J'attendais un peu plus. Alors en l'occurrence le pass rush a pas été mauvais. Faut dire que la O-line des Vikings c'est pas ça. Les cornerbacks, j'ai l'impression que c'est un peu en alternance aussi, un match sur 2. Tu sais jamais vraiment comment ils vont s'en sortir. Steelers 24, Bengals 16, c'était une des affiches de la semaine et on peut dire qu'elle n'a pas tenu ses promesses. Les Steelers gagnent sur quelques gros jeux, mais sinon c'était assez soporifique. Tu es déçu parce que tu voulais de la bagarre ? Non, je voulais du jeu en fait. Ouais, il n'y en a pas eu non plus. Mais parce que c'est toujours un peu le cas dans ces matchs de la FC Nord qui sont un peu serrés, où les deux équipes ont un passé défensif assez important et essayent toujours de sortir comme ça les gros jeux. Bon, il y a quand même pas des peintres en attaque, surtout du côté de Steelers, mais finalement pas tant ceux qu'on attendait. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est toujours DeAngelo Williams qui est le moteur de cette attaque. 94 yards au sol, et c'est un peu lui. Roethlisberger a encore des lancers exceptionnels où il s'arrache, il a un mec sur le dos, il balance, mais bon, 19 sur 37, 259 yards, 3 touchdowns, 2 interceptions. Il y a vraiment eu des hauts et des bas, quoi. Ouais, puis moi ce qui m'a impressionné c'est surtout la défense des Steelers, parce que après les conditions météo ont pas aidé à ce qu'il y ait du beau jeu, mais t'as quand même une équipe AJ Green en deuxième mi-temps il attrape pas un ballon, quoi. C'est ça, c'est Ross Cockrell qui est en face notamment, qui puis il est aidé par les safety, mais franchement il le limite à 2 réceptions pour 38 yards en 6 passes dirigées vers AJ Green, donc c'est plutôt en effet, et c'est marrant d'ailleurs parce qu'on attendait un duel Green-Brown. Brown lui il a été limité à une seule réception pour 17 yards. C'est ça, et Green en a 2
2 je crois. Et Ouais, c'est ça, 2 pour 38. Voilà, donc oui, finalement, c'est heureusement pour les Steelers, ils ont de la profondeur, ils ont plein d'autres joueurs, ils ont ce fabuleux tight end au nom incroyable, Jesse James, qui est le méchant dans Luke et Luke là, pour les amateurs. Et puis donc DeAngelo Williams, on l'a dit, il y a Sammy Coates, bon, qui fait que 2 interceptions, d'accord, mais enfin, quand tu vois que 2 réceptions, mais quand tu vois la taille des réceptions, forcément ça fait avancer le jeu. Donc oui, c'est la profondeur des Steelers qui fait gagner ce match, parce que on a Antonio Brown et Roethlisberger au début, on les a pas vus. Et puis la défense aussi a fait le boulot, notamment en limitant la réussite de Cincinnati sur 3e tentative. Ils sont à 4/16, les Bengals, donc ça aussi ça joue pas mal. Dalton n'a pas été horrible, mais on en revient au fait qu'il doit pas lancer 54 passes dans un match pour qu'il gagne. Et moi c'est ça qui m'inquiète, c'est plus le jeu au sol qui m'inquiète du côté de Cincinnati. Ouais, sur les 2 coureurs, ils ont à peine 40 yards, 39, voilà, c'est ça, 39 yards. Tu peux rien faire. Dalton, en plus, il est pas loin d'en lancer plusieurs interceptions. 54. Ouais, forcément, et tu peux pas compter sur lui pour porter entièrement l'attaque des Bengals. Il est pas, c'est pas un mauvais quarterback, mais c'est pas un quarterback capable de tirer tout le monde vers le haut comme ça. Et il a eu de l'aide au sol avant, et là il l'a plus. C'est plus ça qui m'inquiète, Jonathan. Je sais pas pour toi. Mais... Sur les running back, moi, j'ai l'impression que depuis qu'ils ont Bernard et Hill, ils arrivent pas trop à se décider entre les deux. Puis quand ils en mettent un, ils déçoivent, ils mettent l'autre, ils déçoivent. Du coup, ils savent plus trop quoi faire. Ils mettent un peu des deux, et du coup, ils arrivent pas à trouver un rythme, quoi. Oui, je sais pas si un jour il faudrait qu'ils tentent un en permanence beaucoup plus ou. Ouais, mais c'est ce que j'ai entendu, c'est qu'à partir du moment où il y en a un qui déçoit, tu te dis l'autre va forcément faire mieux. Oui, mais c'est vrai qu'ils sont un peu dans cette mauvaise dynamique, mais clairement la ligne aussi est un peu fautive sur le jeu au sol, donc il y a quelque chose quand même. Ils protègent bien, mais sur le jeu au sol ils ont du mal à ouvrir, donc ça complique pas mal les choses pour Cincinnati. Bon, on s'inquiète pas quand même pour cette équipe. De toute façon, ils perdront pas au premier tour des playoffs. Ouais, voilà. S'ils vont en playoff, c'est pour perdre, donc c'est pas très grave. Ils s'y feront. Rams Seahawks 9-3, 91 046 spectateurs à Los Angeles, soit 91 046 de plus que le nombre de touchdowns dans ce match. Est-ce qu'on s'inquiète pour les Seahawks ? Tiens, on va commencer par ça. On s'inquiète, oui, parce que, pour l'instant, après l'année dernière, ils ont fait un début de saison très moyen, ils ont très bien fini, mais là, ils ont quand même une ligne offensive qui est catastrophique. En attaque, ça marche pas. C'est la première fois depuis octobre 2012 qu'ils marquent pas un touchdown. Et ils ont failli faire déjà ça la semaine dernière contre les Dolphins. Wilson est sur une jambe. Thomas Rawls, il fait 7 courses pour moins 7 yards. Il se blesse. Donc voilà, on n'a pas remplacé Marshall Lynch. On a vendu Christine Michael comme le nouveau Marshall Lynch. Voilà, c'est pas terrible, quoi. C'est assez dramatique offensivement. Oui, offensivement. Alors après, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Tu les as tous cités, mais quand tu mets une ligne offensive poreuse et Russell Wilson sur une seule jambe, forcément, voilà, contre un front seven des Rams, qui est quand même leur gros point fort, ça ne peut que mal se passer. Mais faut espérer justement que ce soit pas une saison un peu à la Andrew Luck l'an dernier, c'est-à-dire qu'ils finissent par payer ce fait de dire on a un mec qui est mobile, qui est bon, qui est fort, donc la ligne, on verra plus tard, et le mec se fait détruire. Il serait peut-être temps que les Seahawks pensent à entourer Russell Wilson correctement. Il y a notamment le trade pour faire venir Jimmy Graham, qui leur avait coûté un lineman titulaire, qui finalement continue à se faire ressentir, parce que c'est pas ce que Graham a apporté depuis qu'il est à Seattle qui a compensé. Je me demande s'il n'y avait pas un premier tour en plus dans l'affaire. Non, il n'y en avait pas. Camille dit non. Mais en tout cas, oui, il y avait un lineman, et ils n'ont jamais trouvé un équilibre en plus hyper solide sur cette ligne. Donc ça me laisse aussi dubitatif. Là, ils sont le match contre les Rams, c'est spécial. Ils en lâchent un une fois tous les 2 ans, grosso modo, je crois, voire une fois par an, mais ils aiment bien se faire accrocher par cette équipe-là. Mais ouais, j'ai une vraie inquiétude au sujet de cette ligne, parce qu'il y a des coureurs qui sont jeunes, qui ont peut-être pas cette bouteille qu'avait Lynch pour composer avec ça. Wilson, s'il commence à se blesser maintenant, ce genre de trucs-là, d'entorse, c'est des trucs qui traînent, qui restent. Voilà, est-ce que ça va revenir ou pas ? Moi, j'ai une petite inquiétude là-dessus. Leur défense est toujours très bonne, c'est pas le souci. Mais voilà, j'ai un peu de mal. Sur la ligne offensive, pour la stat, quand même, il y a un seul joueur qui n'a pas autorisé plusieurs pressions. Sinon, tous les autres joueurs de la ligne ont autorisé plusieurs pressions à la défense. Un seul. C'est quand même assez dramatique. Après, en plus, en face, Aaron Donald, qui est quand même un des meilleurs. Dominique Isley, l'ancien Patriots.
Oui, c'est pas mal aussi. Patriots, il avait déjà montré de bonnes choses. Après, ça s'est mal terminé. Il joue plutôt pas mal. Tu te rappelles pourquoi il était parti? Je pense que c'était surtout des problèmes de comportement. Ça avait pas vraiment filtré. C'était assez sec, ouais. Il y avait l'air d'y avoir un problème de comportement. Ils aiment bien ça, du côté des Rams, récupérer des mecs un peu. L'an dernier, c'était Nick Fairley sur la ligne qui avait aussi été pas mauvais, alors qu'il était censé avoir des problèmes. Bon, Keenum a été correct. Ouais, à l'échelle Keenum. Correct. Mais il y a personne autre. Après, c'est vrai qu'il y a personne autre. Il y a aucun receveur digne de ce nom. Là, sur le match, à la rigueur, Kenny Britt fait quelques bonnes actions, mais pas beaucoup plus. Ça tiendra pas une saison comme ça. On en revient toujours à Todd Gurley, parce qu'on parle toujours que de Todd Gurley chez les Rams en attaque. Et le problème, c'est que qu'il soit bon ou pas, c'est la seule menace que les défenseurs ont à couvrir. Tu mets 7 mecs dans la boîte, et puis 8 mecs dans la boîte, et ainsi de suite. Tu peux pas savoir ce qu'il va donner vraiment, et tant qu'ils n'auront pas un vrai quarterback qui lui enlèvera de la pression, le type de toute façon ne pourra jamais tenir toute une saison en prenant coup sur coup et en progressant pas. Donc on ne s'enflamme pas, cette victoire ne fait pas des Rams un favori pour le titre. Non, c'est un trompe-l'œil incroyable. J'aurais vraiment cru, moi j'étais persuadé que quand tu battais un favori, hop, tu devenais favori. Non. Jeff Fisher va encore savoir une bonne excuse là, à 7-9, il dira ouais mais j'ai battu les Rams. Les Seahawks. Est-ce que les Seahawks sont vraiment favoris? Allez, petite pause, la suite après. Hi, this is LeVar Bowman from the 49ers. Hello, this is Danny Woodhead. How you doing? This is Mike Wallace, Lamar Miller. Hi, it's Brendan Carr from the Dallas Cowboys. And you listen to the Touchdown Podcast. On enchaîne avec les autres matchs de la semaine et un petit Patriots Dolphins 21-24 et un drôle de match pour New England. Jimmy Garoppolo est à 18 sur 27, 234 yards, 3 touchdowns en moins d'une mi-temps. Et avec un Michael Bennett qui avait l'air de remplacer Gronkowski en étant lui-même Gronkowski, 5 réceptions, 114 yards et un touchdown. Edelman. Tu n'as pas dit Michael Bennett? J'ai dit Michael Bennett, oui, c'est Martellus, excusez-moi. Julian Edelman, 7 réceptions, Daniel Mendola, 2 touchdowns, tout ça c'est génial, mais boum, Kiko Alonso, c'est quand même l'ironie que Kiko Alonso blesse quelqu'un. Bon, la prochaine fois ce sera Sean Lee, mais Kiko Alonso donc a blessé Jimmy Garoppolo et c'est Jacoby Brissett qui est rentré derrière, 6 sur 9, 92 yards. On va faire en deux temps. On va d'abord parler de Garoppolo. Et c'était quand même assez impressionnant, encore une fois. Ouais, le gars a prouvé que ce qu'il a montré la semaine dernière n'était pas l'excitation du premier match, la découverte de la NFL. Non, le gars est vraiment prêt. Comme quoi, rester derrière Tom Brady pendant 2 ans, c'est pas complètement anodin. Et il gère cette attaque, il connaît ses joueurs, il est pas trop pressé. Ouais, il est solide, quoi. C'est pas encore une fois, calmons-nous tous. Il va pas mettre Brady sur le banc, mais c'est très intéressant et c'est une bonne surprise pour les Patriots. Oui, puis moi je me demande franchement, Garoppolo en 2 matchs avec ce qu'il a fait, est-ce que ça va pas poser problème par la suite? Bon, peut-être une situation à la Brock Osweiler. Bon, Garoppolo a encore 1 an de contrat, mais est-ce que les Patriots vont pas vouloir il y aura sûrement des propositions pour Garoppolo l'été prochain. Est-ce qu'ils vont vouloir l'échanger ou est-ce qu'ils vont vouloir le garder pour l'après Brady? Ça, franchement. C'est une bonne bon, question. après on n'en est pas là, mais oui, ça peut se poser, c'est-à-dire qu'au sens où ça va flamber, clairement, vu le marché actuel quarterback, on va leur proposer, si le mec reste à ce niveau-là, peut-être même un premier tour de draft. Pourquoi pas? Ouais, il y a des équipes qui sont suffisamment folles. Bas de tableau, ou en tout cas des deuxièmes, des troisièmes. Enfin, ça peut largement être intéressant. Et quand on sait à quel point Bill Belichick aime les deuxièmes tours à gâcher sur tout et n'importe quoi. Non, mais il serait capable de toute façon de prendre. Regarde, il a pris Brissett au 3e tour c'est l'année dernière. Ouais. Donc il serait capable de refiler Garoppolo pour en reprendre un autre au 2e tour et ainsi de suite. Vu que Brady est éternel. C'est ça. Parce qu'il y a quand même un turnover de quarterback sélectionné au 2e tour à New England qui est impressionnant. On rappelle qu'il y avait eu Ryan Mallett avant, qui était reparti. Il y a qui avait eu d'autres? Non, il n'y en avait pas eu un autre de 2e tour. Donc Brian Hoyer, mais il était non drafté. Parce qu'il y en a quelques-uns comme ça qui étaient passés. Non, mais c'était Mallett, c'est ça, avec le premier. Du coup, il avait été viré. Garoppolo derrière. Maintenant, c'est Brissett au 3e tour. Donc ils aiment bien quand même. Finalement, on descend petit à petit dans la draft. Bon, il cumule. En tout cas, c'est vrai qu'il était assez impressionnant sur le rendu. Il a humilié un petit peu cette défense des Dolphins. C'était catastrophique d'ailleurs. Voilà, qui était catastrophique. L'attaque aussi, mais alors la défense. Alors la défense, du coup, leur laisse les Patriots s'échapper. Ah oui, 21-0 dans le premier quart-temps, c'est voilà.
Non, vas-y. Oui. Ouais, de toute façon, c'est un peu le problème de ces Dolphins, c'est que j'ai l'impression que cette escouade défensive qui a un peu changé cet été, a du mal à se mettre en place, a du mal à s'adapter. Alors, aux Patriots, oui, c'est ce qui se fait un peu de mieux en NFL ou presque, donc c'est pas évident. Mais même, t'as rien. Les Patriots en face déroulent tranquillement. Tu sais pas très bien ce qui va pouvoir les arrêter. En plus, il te manque Gronkowski, il te manque Brady, mais t'as quand même des gars qui prennent la place. C'est impressionnant quand même ce turnover. Jacoby Brissett, qu'est-ce que t'en as pensé, Jonathan? Franchement, je sais pas trop parce qu'on lui a pas demandé grand chose. Il a fait des screen passes, des passes courtes, il y a eu beaucoup de courses. Et puis quand t'as une avance de 21 points à la mi-temps, t'as pas besoin d'en demander trop à Brissett en deuxième mi-temps. Maintenant, pour moi, ça reste inquiétant pour la suite parce que Brissett, c'est pas on sait pas pour l'instant, mais il a 3 mois d'expérience à l'entraînement et c'est tout quoi. Après, quoi qu'il arrive, leurs problèmes sont réglés dans 2 matchs. On n'oublie pas que Tom Brady revient en semaine 5, donc même si Garoppolo était là, ils ont 2 matchs à tenir, ils savent pas trop comment. Ils ont un mec frais et futur Hall of Famer qui arrive dans 2 semaines, donc ça c'est plutôt quand même rassurant. Ils ont déjà gagné 2 matchs, donc dans le pire des cas, ils seront à 2-2 avec quand Brady revient. Les 2 prochains matchs sont à domicile, même si les Texans ça va être dur. Je crois que derrière c'est les Bills. Donc bon, ça reste, je sais pas. Moi je trouve que Josh McDaniel fait quand même un super boulot et il est en train de se refaire une pub de fou pour devenir head coach. Lui aussi il va redevenir head coach. Ça va être dur de le garder cet été, franchement. En tout cas, c'est vrai qu'il a fait un super boulot depuis qu'il est revenu après ses expériences ratées. Et puis on va aller du côté du coup de Miami, parler un peu d'eux. Jarvis Landry qui disait on ne peut pas être une équipe presque, une almost team, c'est-à-dire ces équipes qui gagnent presque. Mais je trouve sa déclaration marrante, d'autant plus que ils sont pas vraiment une équipe presque, hein, mon goût. Au score, c'est prêt, hein, mais ils se sont fait déglinguer. Si Garoppolo il reste sur le terrain, ils sont pas presque du tout. Non, ils sont pas presque. 60, c'est ça. Et puis, forcément, peut-être que les Patriots lâchent un peu en fin de match. Jacoby Brissett, forcément, c'est moins bien. Finalement, il y a quand même des choses offensivement chez les Dolphins. Ryan Tannehill, il n'est pas non plus un rookie de la dernière pluie. Il a un peu d'expérience. Il sait quand même jouer au football. Ouais, c'est pareil. Tannehill, moi, très bien. On va me dire, t'as vu, il a été bon à la fin. Oh là là, les passes qu'il a enchaînées, etc. Machin. Mais je m'en fous, il a rien fait sur les 5 premiers drives. Il est toujours bon à la fin. Il est toujours bon quand il y a 20 points d'écart, qu'il prenne une valise. Derrière, il lance. Il est génial. Il améliore un peu la feuille de stats. On dit, il est pas si loin que ça. Il va passer un palier. Et puis finalement. Oui, alors c'est vrai qu'il est obligé de balancer comme un dingue pour essayer de recoller à la fin du match. Maintenant. Il y arrive quand même. T'as des quarterbacks qu'on serait pas capables. Si t'es dur quand même, c'est pas non plus la pire attaque de cette ligue. C'est la meilleure attaque de la ligue quand ils sont menés de 21 points, si tu veux. Ouais. C'est bien, hein, c'est pas mal, ça me fait une belle jambe. Hein. Ça c'est sûr, ouais. Je veux dire, ça sert à rien, quoi. Et c'est un peu tout le temps comme ça. Donc, regarde, il est à 30 sur 32 sur les passes de moins de 10 yards, 2 sur 8 quand elle voyage plus de 20 yards. Donc déjà, ça se situe aussi. Non, voilà, très bien. Moi, je pense que, en tout cas, je vais dire ça beaucoup. Cette semaine, je suis en mode... certains m'ont énervé. Donc je vais le dire. Très bien. Non, mais voilà, j'en ai fini avec Tannehill. Je n'attends plus rien de mieux que ce qu'il a fait. Voilà. Très bien. Pour moi, il en fera pas mieux. Leur ligne, après, donc en défense, ça fait un peu de boulot, mais il y a eu des problèmes en début de match. Et, voilà. Avec les noms que tu as dans cette équipe, t'attends beaucoup mieux quand même. Sou a été bon. Mais c'est toujours le problème, c'est qu'il y a Sou qui est bon et c'est tout. Donc forcément, c'est difficile. Il justifie son chèque, c'est déjà ça. Ouais. Redskins 23, Cowboys 27, Dak Prescott 22 sur 30, 291 yards, très bon sous la pression, 6 sur 8, 75 yards, 5 sur 8, 97 yards contre le blitz, et Raoul est amoureux donc. Parce que tu sais qu'il préférait, alors je te laisse commencer. Amoureux non, mais voilà, tout le bien qu'on en a pensé pendant la pré-saison qui veut rien dire et qui de toute façon, ce sera en NFL, ce sera beaucoup plus dur. Et voilà, finalement, Dak Prescott a les capacités pour jouer en NFL. Il a quand même des armes avec lui. Suivi toute sa carrière à Mississippi State. Bien sûr, je suis un grand fan de Mississippi State depuis le début. Non, mais honnêtement, il a des bons joueurs avec lui. Et Dez Bryant, Cole Beasley. Vraie connexion avec Bryant. Hein. Ouais. Ciblé 11 fois, cette réception 102 yards. Ouais, mais il y avait de quoi faire. Cole Beasley aussi fait des bonnes réceptions. T'as au sol Ezekiel Elliott qui continue de prouver que lui aussi va peut-être faire une bonne saison, va peut-être faire une belle carrière en NFL. Donc voilà, tout est rassurant pour cette équipe. En attaque, ils ont la ligne offensive, encore une fois, on va le vanter toutes les semaines, mais une des meilleures de la ligue, et qui aide le jeu au sol, qui aide le quarterback rookie à pas tout de suite prendre trop, et encore une fois, même sous la pression, il s'en sort. Donc, c'est très encourageant, c'est une victoire de division, et ça, on prend toujours. Et t'aimais bien Ezekiel Elliott, cette fois, il a même gagné 83 yards d'un touchdown sur 21 courses. Ouais,
tout pointe vers un futur meilleur pour les Cowboys. Jonathan, est-ce que c'est la fin pour les Redskins ? Je pense surtout qu'ils ont bien fait de pas donner un contrat longue durée à Kirk Cousins, parce qu'on voit que c'était vraiment pas la bonne idée. C'est la fin des Redskins. L'année dernière, ils ont gagné contre à peu près personne, franchement. Et après 2 matchs, c'est décevant, mais honnêtement, est-ce qu'on s'attendait à beaucoup mieux que ce qu'ils font en ce moment ? Ce qui est fou, c'est que la ligne a autorisé que 3 pressions et 1 sac. Donc c'est même pas comme si Cousins avait couru pour sa vie plus que d'autres quarterbacks. Surtout qu'il a des receveurs quand même. Oui, alors j'ai toujours eu du mal avec la régularité de Sean Jackson et Pierre Garçon. C'est ça, oui. C'est des mecs qui brillent quand il y a des bons gars autour, mais je les ai jamais sentis porter une équipe. Oui, il a Crowder qui est en 2e année, il y a Jordan Reed qui est pas mal. Oui, non, mais c'est vrai, après, il y a des mecs. Mais moi, après, j'en démordrai pas. Ce qui le tue, c'est qu'il n'y a plus de jeu au sol par rapport à l'an dernier. Ouais. Ça, c'est. Enfin, j'ai un trou sur son nom, mais c'est pas la panacée. Matt Jones. Donc voilà. J'avais même oublié aussi. Non mais voilà, donc moi c'est ça qui lui fait le plus mal, je pense qu'il y a plus ce punch un peu qu'apportait le jeu au sol l'an dernier, donc c'est compliqué. Et après le truc c'est que tout prend des proportions délirantes quand c'est les Redskins ou des franchises un peu historiques comme ça, donc là c'est déjà la crise, c'est déjà mais oui, au final c'est peut-être les rumeurs que Cousins agacerait déjà dans le vestiaire et que donc oui, ça sent un peu la crise. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas plus une surprise que ça, comme le dit Jonathan. Non, un autre joueur dont on parle beaucoup, c'est Josh Norman, évidemment, qui a pas été, alors voilà, encore une fois, on nous a dit, est-ce qu'il va jouer Bryant, finalement, pas tant que ça, mais quand il y était, c'était pas mal. Il provoque un fumble. Quand il a couvert les autres receveurs des Cowboys, il était plutôt bon. Donc finalement, il faut juste lui ficher un peu la paix, qui joue le mec qui est en face de lui, et voilà. Non mais parce qu'encore une fois, on a lu que il a pas été aligné face à Bryant tout match. Mais ça rejoint un peu ce que tu dis de. Enfin, on dit pas ça à Sherman toutes les semaines, alors qu'il reste sur son côté aussi, quoi. Au début un peu quand même. Après le titre, ils avaient joué les Packers et on avait dit vous allez voir, il a pas lancé contre moi. Enfin moi ça a toujours été le truc de Sherman, on sait qu'il reste sur son côté et je vois pas pourquoi Norman serait pas comme ça. Non, mais parce que il a signé un gros chèque et parce que il avait été un des meilleurs cornerbacks l'an dernier et que d'aucuns disaient que finalement c'était peut-être un peu overrated. Donc Bon, en tout cas je pensais pas dire ça un jour, mais l'ambiance est donc plus sereine à Dallas que chez l'adversaire du jour. Bon après c'est proche entre ces deux-là en général, mais non mais c'est vrai qu'il y a une certaine sérénité qui se dégage des Cowboys au final, parce qu'ils se prennent pas la tête, ils ont des rookies, donc il y a moins d'attente, c'est peut-être moins dramatique s'ils perdent, ils prennent plus positif quand ça se passe bien. J'ai l'impression qu'il y a pas de Greg Hardy, il y a pas de Josh Brent dans l'effectif cette année. Il y a une sorte de bonheur qui se dégage des Cowboys. C'est ça. Est-ce qu'ils auraient eu le même avec Tony Romo? Je sais pas. En tout cas, il a commencé à relancer le ballon tout doucement à l'échauffement. On a appris Tony Romo. Falcons 33, Raiders 28, c'était à Auckland. On avait dit qu'il fallait se méfier des Falcons. Et voilà. Matt Ryan, 3 sur 3 pour 124 yards sur les passes de plus de 20 yards dans les airs, 26 sur 34 au total. Et il a trouvé la recette magique, moi je vous le dis tout de suite, les tight ends. Ouais. Parce qu'en voyant les stats et en voyant qu'il avait trouvé Austin Hooper 3 fois pour 84 yards, donc c'est un rookie Hooper, et Tammy 5 fois pour 75 yards et un touchdown, ça m'a rappelé qu'en fait ses meilleures saisons c'était quand il y avait Tony Gonzalez et que la solution pour Matt Ryan c'est un tight end. Voire 2. Voilà, voire 2. Ouais, bien vu. J'avais pas forcément fait le rapprochement avec Gonzalez, mais ouais, c'est vrai. Et, cette attaque des Falcons, elle s'est adaptée un petit peu à la défense des Raiders, puisque côté Raiders, c'est plutôt le front seven qui fait peur, alors que derrière, il y avait plus personne. Donc ouais, il a été chercher les longues passes, il a des grandes cibles, donc c'est 2 tight ends, et ça progresse, c'est efficace. En face, les Raiders, ouais, ont pas réussi à suivre le rythme. Donc ils savent ce qu'il leur reste à faire, les Falcons. Maintenant, s'ils veulent viser le titre, ils envoient 2 premiers tours de draft à New England contre Gronkowski, puisque Belichick est toujours prêt à lâcher une star contre des tours de draft. et puis rouler, non? Oui, c'est ça. Et puis Jonathan lui prend hein, ça. Tu prends 2 tours de draft pour un robot Gronkowski? J'attends qu'il ait 30 ans et après ok. Non mais les Falcons ils ont aussi beaucoup profité des trous énormes dans la défense des Raiders, parce que en 2 semaines ils ont quand même pris 517 yards de moyenne par match, donc je sais pas si c'est le départ de Charles Woodson, mais c'est quand même... C'est assez incroyable. Dans les airs, ils prennent très très cher. Ouais, il y a personne. Encore une fois, ils ont affronté 2 grosses cylindrées aériennes, puisque Matt Ryan, Drew Brees, c'est quand même pas mal, mais ouais... Non mais c'est vrai, alors c'est un peu général, j'ai l'impression, parce que Khalil Mack est moins impressionnant que prévu, tout le monde l'a annoncé comme un défenseur de l'année, et pour l'instant...
peu plus discret. Et au niveau donc de la couverture, c'était Sean Smith qui a été recruté et qui finalement a pas l'air vraiment de convenir et qui est un peu plus exposé qu'à Kansas City. Donc c'est un peu compliqué pour eux. C'est dommage parce qu'en attaque ça tourne toujours bien. Que Derek Carr est à 34 sur 44, 279 yards et 3 touchdowns. Donc c'est plutôt pas mal encore une fois, mais la défense est dépassée. Ouais, Amari Cooper surtout encore fait des actions incroyables où il s'envole, il reste 2 secondes en l'air, il arrive à réceptionner le ballon. Cette attaque des Raiders pourrait faire de très grandes choses si la défense voulait bien les aider un peu. The Bears are who we thought they were. That's why we took the damn field. Now, if you want to crown them, then crown their ass. But they are who we thought they were, and we let them off the hook. Les autres matchs de la semaine, tous les derniers matchs de la semaine, Bills-Jets pour commencer, c'était jeudi et ça a fait 37-31 pour les Jets, pardon. Excellent Ryan Fitzpatrick, 24 sur 34, 375 yards, un touchdown, mais quel joueur élite, Ouais, oui. une semaine sur 2. C'est ça. Comme d'habitude. Là, c'est la bonne semaine. 3 touchdowns pour Matt Forte, qui montre au final que c'était une bonne acquisition, mais je crois qu'on s'en doutait tous, non? Oui. Non, t'avais un doute sur Matt Forte, Jonathan? Ouais, parce que c'est quand même un joueur vieillissant et bon, j'avais l'impression que Chris Ivory était meilleur et qu'il s'avait perdu au change. Maintenant, voilà, sur ce match-là, Forte est énorme, mais en face de lui, la défense des Bills, ça fait peur. Hein, Et c'est justement pour cette raison, Jean-Michel Transition, qu'ils ont viré le coordinateur offensif. Très bon moyen de la famille Ryan de se sauver. Hein. On a été naze en défense, on encaisse des points. Virons le coordinateur offensif, ça me paraît bien. De toute façon, c'est toujours la faute de Greg Roman. C'était déjà de sa faute à San Francisco. C'est de sa faute ici aussi qui dégage. Voilà, et puis qu'il aille pourrir notre franchise. Non, honnêtement, de toute façon, l'attaque des Bills m'a pas fait plus rêver non plus. Donc, virer le coordinateur offensif, de toute façon, là, le but, c'est de provoquer quelque chose. Peut-être que ça va bouger Tyrod Taylor. Peut-être que. Je pense qu'il a un truc, Greg Roman, quand même, qui fait que les gens le détestent. Un truc comme ça, parce que déjà, à San Francisco, tout le monde s'en prenait à lui, alors qu'ils avaient été au Super Bowl. Il était là. L'année d'après, c'était de sa faute, alors qu'il y avait plus personne pour bosser avec. On a vu depuis le temps que finalement Kaepernick, et on lui dit c'est de sa faute. Là, on l'a quand même viré. Je sais pas si vous avez vu du coup au moment de la photo d'équipe. C'est-à-dire qu'ils ont fait la photo d'équipe officielle. Le mec s'est assis, il a fait clic-clac. Ryan l'a pris sous son bras après, il a fait au fait, t'es viré. C'est même comme ça, au moins, on pourra dire qu'il au moins, il est sur la photo. Mais c'est pas du tout gênant comme moment. Hein. Tout le monde a fait sa photo et puis hop, merci, au revoir. Mais bon, après, voilà, il y a une irrégularité terrible. Il est pas. C'est sûr qu'il pourrait être mieux en attaque. Ils ont le Sean McCoy, il n'y a pas l'air d'y avoir vraiment de jeu au sol, alors que pourtant ils ont un quarterback mobile, ils pourraient imaginer des trucs et avoir quelque chose d'assez impressionnant au sol, non? Ou je suis le seul à... Moi, ce qui m'a marqué, c'est que j'ai l'impression que c'est une équipe qui se repose beaucoup sur les big plays, quoi. C'est des courses de plus de 10 yards ou des passes de plus de 25 yards. Et du coup, j'ai regardé parce que c'était un peu pareil l'année dernière et c'était l'équipe en NFL qui faisait le plus de big plays, c'était 10% de leurs actions offensives. Mais en dehors de ça, ça construit pas grand-chose, quoi. Ouais. C'est un peu le résumé de la chose. Panthers 40, j'ai inversé. Panthers 46, c'est ça. 49ers 27, je vais y arriver. Mais comme il y a 49ers, je sais plus. 46, 47, 49ers 49. Donc les Panthers ont battu les 49ers 46-27. Est-ce que les 49ers sont pas un peu meilleurs que prévu quand même? J'essaie d'être positif. Si, et c'est ce que j'allais te dire. C'est que alors ils gagnent leur premier match face aux fantômes des Rams. Ils gagnent pas ce deuxième match, mais ils font un très bon début. Ils inquiètent un petit peu les Panthers qui du coup passent la seconde. Et là, bon, on retrouve les Panthers de 2015. Mais ouais, on a beaucoup tapé sur cette équipe de 49ers dans les annonces l'an dernier, premier tour de draft, tout ce que tu veux. Et finalement, il y a des motifs d'espoir. Blaine Gabbert est pas si mauvais. J'allais te dire, il leur manque 2 trucs, un quarterback et un pass rusher. Et c'est un peu problématique en NFL. Il y a quelques bons joueurs, ils font quelques bons trucs, et c'est pour ça que je dis qu'ils sont moins catastrophiques. Il leur manque quand même, pour gagner des matchs, ou des matchs de ce genre, un quarterback et un pass rusher de top niveau, quoi, numéro 1. Non, Jonathan? Si, oui, c'est vrai. Bon, Blaine Gabbert, ça ira pas très loin, mais ils peuvent s'appuyer sur Carlos Hyde, qui fait avec Chip Kelly, ça marche bien sur ce début de saison. Donc, s'ils ont déjà ça,
c'est peut-être déjà mieux que ce qu'on attendait. Ouais, et puis il y a des joueurs, enfin je sais pas, genre Bowman a l'air de revenir un peu mieux que l'an dernier, il y a l'air des choses qui... Encore une fois, c'est peut-être aussi le fait que justement tout le monde les a enterrés, qui fait qu'on est agréablement surpris, mais en tout cas c'est pas mal. Cam Newton, lui, il a déroulé après un début de match un tout petit peu difficile, mais derrière il met 4 touchdowns. Kelvin Benjamin, excellent, 2 touchdowns également. Ça aussi, bon, au final, du coup, ils se sont remis eux dans le rythme tranquillement. Ouais, ça. Greg Olsen qui continue toujours d'impressionner de régularité. 75 yards sur son touchdown. Ouais, je crois. Il est à 78. Il est à 122 là sur le match en 5 réceptions. Déjà la semaine dernière, il avait fait très mal. Lui, pour le coup, il a l'air assez inusable finalement et il progresse tous les ans. Ouais, alors c'est vraiment un des tight ends les plus sous-cotés de la ligue. Probablement, ouais. Et puis t'as Foddy Whittaker qui met 100 yards au sol alors qu'on l'attendait pas trop. Mais c'est un peu le système, je crois, au sol des Panthers. Parce que Jonathan Stewart finit tout le temps par être blessé à un moment ou à un autre. Il y a des. Voilà, c'est pour ça. James Bradbury en défense, faut le souligner, ciblé 6 fois, une seule réception autorisée pour 6 yards. Donc on forme tout doucement la relève. Je sais pas s'ils ont eu raison, ils n'auront jamais eu raison de laisser Josh Norman partir à mon sens, mais ils s'appuient sur leurs fondamentaux, leur esprit, et au final, ils arrivent à former. Browns 20, Ravens 25, les Browns menaient 20-0. Et puis. Et puis voilà, ils se sont écroulés. Ce sont les Browns, quoi. Josh McCown, 36 tentatives. Il a eu 36 tentatives de passe, pardon. Il a été touché 10 fois par la défense. Déjà, ça n'aide pas. Il n'y a que lui et Joe Haden qui ont surnagé. Voilà. Ouais, Il y a Corey Coleman aussi, le rookie, qui met 2 touchdowns dans le premier quart. Autant pour moi. Et puis côté Ravens, Dennis Pitta, 9 réceptions, 102 yards, c'est pas mal. Ah bah ouais, enfin de retour Pitta après ces 2 saisons. Il a raté 2 saisons là. Ouais, c'est bien parce que les Ravens avaient besoin aussi d'un peu, pas forcément d'aide en attaque, mais de profondeur d'effectifs, disons, pas toujours avoir reposé uniquement sur Mike Wallace. Très bien. Et sur Smith qui finalement, je l'avais un peu enterré, je me disais qu'il allait pas pouvoir refaire aussi bien que l'an dernier. Là sur ce match, il est pas mauvais, il est à 64 yards, donc ça se profile bien pour les Ravens. Il y a une belle défense aussi. Ouais. CJ Mosley est décisif sur ce match, il fait des bonnes choses. Par contre, ça se cherche toujours au niveau du jeu au sol. Moi, ça m'inquiète un peu plus à ce niveau-là, mais ils en ont jamais ça a jamais été une grosse composante de leur jeu. Donc. Après, quelqu'un l'a mis dans les questions quand on fera les questions après, mais j'ai l'impression que tout le monde se cherche au sol. Il y a très peu de jeux au sol réguliers en ce moment juste les Chargers en NFL. Bizarre. Qui aurait pensé dire ça un jour. Bizarre. Lions 15, Titans 16. Oui monsieur. Ouais, c'est pas lui mais c'est pas grave, j'utilise tout le monde, ouais. Là vous ne voyez pas, il est en train de appuyer frénétiquement sur tous les boutons de sa tablette. Ouais. Voilà, c'est ça qu'il voulait. Marcus motherfucking Mariota. Non, alors en fait, je dis ça. Passe décisive pour un touchdown en fin de match à Andre Johnson dans la dernière minute, et puis la défense a contenu le dernier drive parce que Matt Stafford s'est fait intercepter. J'en ris et je trouve ça cool et tout, très bien. Bon, après, ils sont toujours aussi poussifs. Et les Lions, c'est pour ça que je dis que je suis énervé, j'ai l'impression que tout le monde est pareil. Les Lions, au final, sont toujours les Lions. La première semaine, tu dis, peut-être qu'ils pourraient, sans faire de bruit, pas attendre, juste faire des petits trucs. Et puis en fait, tu te rappelles qu'ils sont coachés par Jim Caldwell et qu'ils sont pas capables de foutre la main sur un match qui est 1000 fois à leur portée. Et qui doivent gagner 10 fois avant qu'ils laissent Mariota aller chercher les restes d'André Johnson qui n'avait pas capté un ballon dans ce match. Est-ce qu'ils n'ont pas un peu le syndrome aussi des Bengals de pas trop savoir quel est leur coureur titulaire? Ils alternent un peu Abdullah Reddick. Mais il s'est blessé, je crois, Abdullah. Ah bon? En plus, comme ça c'est réglé. Encore une équipe qui se cherche au sol. Voilà. Oui, non mais... Très bien, mais tu m'enlèveras pas l'idée que Jim Caldwell, moi c'est mon Ken Wisenhunt à moi, Raphaël est pas là, hein, mais tu mettrais un plot, tu sais, avec une moustache et enfin il a pas de moustache, mais avec une casquette, et un casque. Tu mettrais un plot, il aurait la même présence sur le bord du terrain. Comment ils perdent? C'est comme l'an dernier quand ils se font remonter de 21 points, je crois, à Wembley, quand ils jouent les Falcons. Oui. C'était comment ils perdent ces matchs-là? Comment ils perdent ça, quoi. Moi, je comprends que Calvin Johnson il soit plus heureux avec des bretelles et des chemises à rayures ridicules sur Danse avec les stars. Il s'en sort bien en plus. Ah, mais le mec a retrouvé le goût de vivre. Donc c'est. Ouais, ils ont pas forcément de leader en fait. Calvin Johnson n'était pas très exubérant en dehors de terrain, mais au moins il avait cette présence et il tirait probablement l'équipe vers l'avant. Alors que là il est parti. Alors certes, la semaine dernière, Matt Stafford avait toute la profondeur d'équipe qu'il voulait, il faisait qu'il voulait, mais alors, par contre, il manque à ce niveau-là. Il y a quand même eu 7 drops des receveurs.
Ouais, aussi. Donc ça n'aide pas les mains de Johnson. l'ami Matt Stafford. Jonathan, est-ce que tu crois en Marcus Mariota? On doit poser la question à tous les gens qui viennent à ce micro. Je suis dubitatif, je sais pas. Je le trouve un peu pas assez leader pour l'instant. Je le compare à Jameis Winston. Je trouve que Jameis Winston est plus un leader dans l'âme, alors que Mariota, j'ai l'impression qu'il subit un peu ce qu'on lui propose. C'est sûr que quand on parlait de gens qui ont la présence d'un plot, Marcus Mariota est pas loin dans le classement non plus. Ouais, à ce niveau-là, je sais pas comment il se comporte dans le. Non, mais ça a l'air d'être un gars très gentil. Hein. Je sais pas pour être méchant avec lui. Et faut préciser quand on critique le jeu, pas la personnalité et l'humain. C'est sûrement quelqu'un de très bien, mais sûrement quelqu'un de beaucoup mieux que Jameis Winston d'ailleurs. Mais et Ben Roethlisberger et bon bref. Bon, et la moitié de la NFL. Voilà. Non, mais c'est sûrement quelqu'un de très très bien, mais il dégage pas un truc fou. Il est pas excitant en fait. Et c'est fou parce que son jeu l'était à la fac, par exemple. C'est ce que j'allais te dire, c'est qu'on attendait un mec qui venait de la fac et qui était un des meilleurs et qui avait un truc un peu explosif et sympa à regarder. Et la NFL peut-être il a subi le système, tu vois. On ne l'a pas laissé s'exprimer. Victime du système. C'est ça. C'est la faute à la faufiété, comme disaient les inconnus. Texans 19, Chiefs 12, 4 sacs pour les Texans. DeAndre Hopkins à 7 réceptions, 113 yards, un touchdown, 83 yards de sol, un bon Will Fuller. C'était plutôt pas mal encore pour Houston, même si c'est toujours un peu poussif pour l'ami Brock Osweiler. Ouais, c'était bien. Il est très bien aidé par ces deux receveurs, Hopkins et Fuller. Fuller qui fait un très bon début de saison, qui a deux matchs, 2 fois sans réception. Donc ouais, très bien. Compliqué un peu plus pour le jeu au sol. Lamar Miller, c'est poussif, j'ai l'impression. J'arrive pas à trop à me faire une idée sur ce jeu au sol. Après, encore une fois, ils affrontent les Chiefs qui au sol sont plutôt bons, mais dans les airs, alors là, il y avait plus personne. Oui, est-ce qu'on s'attendait à ce que les Texans battent les Chiefs? Franchement, Houston, c'est pas exceptionnel, mais ils font 2 matchs, ils gagnent les 2. C'est bien pour eux. Et Alex Smith est à 5 sur 15 pour 91 yards sur les places de plus de 10 yards. Quelle surprise! Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il en lance 15. D'habitude, il en lance pas autant. Arrête d'être aussi fou, Alex. Non, mais il perd en précision. Stop, mec! Trop de YOLO dans ce match. C'est ça. Il n'a pas l'habitude. Giants 16, Saints 13. Fin de cycle à New Orleans ou pas? Ça sent très mauvais la fin de cycle, moi je trouve. Là, en tout cas, moi j'espérais qu'ils arrivent à emballer le match en attaque comme ils l'avaient fait la semaine dernière. Et là, si en plus, la défense n'est pas trop à blâmer pour une fois, mais si l'attaque peine à avancer autant, ça annonce une saison un peu compliquée pour les Saints, ouais. Après, ils perdent le premier match d'1 point, ils perdent le deuxième de 3 points. C'est pas catastrophique. Ils ont des bons joueurs. Willie Snead, c'est un jeune receveur qui est bon. Après, ils ont, comme les autres équipes, ils ont pas de jeu au sol, quoi. Mark Ingram, c'est pas bon. Mark Ingram, c'est nul. Il a eu ses moments. Mais c'est vrai que dans sa carrière. Ouais, d'accord. Je disais sur ce match. Non, mais c'est vrai que l'effectif est un peu bancal. Ils ont eu des problèmes de salary cap. Ils ont construit un peu de. C'est un peu du bricolage depuis 1 ou 2 ans, j'ai l'impression, les Saints. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur Sean Payton qui voulait partir l'an dernier. Là, il y a eu la négo de contrat. Bon, alors, Brice reste, Payton reste aussi, mais je sais pas, il y a un truc. Graham est parti en fait. Je sais pas si c'est lié à ça. Oui, il y a un peu de magie qui est partie. Non, parce que l'attaque en soi, ils ont des passages à vide à l'extérieur, même de tout le temps, j'ai envie de dire. Mais il y a cette défense qui au final se renouvelle pas. Ils changent les coordinateurs, ils changent les hommes, ils recrutent. À l'époque, il y avait eu le recrutement de Jarius Byrd il y a 2 ans, là, qui était censé être un safety qui allait être excellent. Kenny Vaccaro avait bien commencé sa carrière, et puis il y a jamais rien qui se confirme vraiment. Enfin, c'est un peu, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont perdu quelque chose. Souffle, ouais. C'est marrant parce que dans ce match-là, il y a eu 101 points l'année dernière et là, il y en a 29. C'est ça. Et à l'inverse, Eli Manning lui est plutôt bien, 32 sur 41, 368 yards. Victor Cruz est décisif. Odell Beckham est toujours là. Sterling Shepard est ciblé 8 fois, 8 réceptions, 117 yards. Le rookie est excellent, on sortait d'Oklahoma. Et puis la défense donc a fait du boulot. Il y a un touchdown sur les équipes spéciales où il contre un field goal. Excellent Janoris Jenkins en défense. Et au final, il y a des choses dans cette équipe des Giants. C'est une bonne recrue, Jenkins. Là, il travaille bien depuis qu'il est là. Donc, ouais. Alors la défense de New York, avait pris un peu l'eau au début, mais là, ça s'améliore. Bon, on compte pas trop sur eux non plus. On sait que c'est l'attaque qui fera le boulot chez les Giants.
Ouais, puis cette année, ils sont capables de gagner un match à la fin, ce qu'ils n'avaient pas fait l'année dernière. Et surtout, ils sont capables de gagner un match quand leur attaque marque pas beaucoup de points, ce qui n'était pas possible l'année dernière. Cardinals 40, Buccaneers 7. Je hais les Buccaneers. Toi, t'as une équipe que tu vas détester toutes les semaines. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais c'est ça que je voulais dire. C'est que tu crois qu'ils changent, mais en fait, ils changent pas. Après 4 touchdowns, ça fait donc 4 interceptions pour Jameis Winston. Et ils ont pris une grosse claque. Voilà. Ils l'ont dit, je sais plus quel lineman offensif l'a dit. On s'est vu trop beau. Et puis derrière, une grande baffe dans la tronche. Surtout que les Cardinals, eux, ils voulaient réagir après la défaite contre New England. Et donc, ils se sont déchaînés. Ah, ils se sont déchaînés. Bah, du coup, ça en devenait presque irrespectueux à la fin. Parce que les gars s'en foutaient. Ils menaient déjà, mais ils continuaient. Et puis, vas-y, qu'on t'envoie des touchdowns et tout. Non, et puis, ils ont envoyé Drew Stanton aussi. En plus. Oui, mais ça, ils ont envoyé Drew Stanton, mais au bout d'un moment, c'est presque logique. Et c'est ce que disait, pour le coup, notre camarade Ross Tucker, qu'on avait déjà eu dans l'émission sur son podcast, que j'ai écouté là un peu avant l'émission. Dirk Cutter, il sait pas ce qu'il fait non plus, quoi. Pourquoi il laisse Jameis Winston en fin de match se prendre des coups, à 2 doigts de se bagarrer avec un mec parce qu'il essaie de mettre un pain avec sa main de lancer alors qu'il est quarterback? Le gars a plus rien à faire sur le terrain. Il a lancé 4 interceptions, ils sont en train de se faire plier, il y a de la pression dans tous les sens. Le truc, et c'est là-dessus que je rejoins Ross Tucker, c'est de dire oui, mais Jimmy c'est un leader, il voulait aller au bout avec le... Ouais, mais si t'es le coach, au bout d'un moment tu dis ok, stop, c'est fini. Ça sert à rien d'être là, c'est des risques pour rien. Et là, le gars, il y va, il s'embrouille avec un défenseur, il s'embrouille, il met un pain, il prend des sacs. Ça sert à rien, c'est stupide. Et du coup, ça montre, que malheureusement, et encore une fois, ce que disait Ross Tucker, Dirk Cutter, coordinateur, oui, head coach, ça sent peut-être pas bon. Et voilà. Mais on attendait, quand ils ont viré Lovie Smith l'an dernier, ah bah ouais, ils vont peut-être mettre un mec un peu qui a de la poigne pour monter cette équipe de jeunes, etc. On prend Dirk Cutter. Ah, bon. Oui, alors si c'était pour faire ça, voilà. Mais bon, il s'entendait bien avec Winston, visiblement. C'était son coordinateur, etc. Très bien. Et donc, du coup, on est parti. Voilà, ça va être les montagnes russes encore. Ouais, c'est ça. Il va y avoir un match sur 2 où Winston sera étincelant et l'autre où ils font n'importe quoi. J'ai cru que Doug Martin est un peu touché aussi. Ça va pas les aider par contre. Donc, on va voir ce que ça donnera pour ces Buccaneers. Broncos 34, Colts 20, 4 sacs pour Von Miller, 55% des fois où il a mis la pression cette année, sac. Voilà. Ça, c'est l'efficacité. Son 99 sur une fois sur 2, il va. Non, mais c'est ça. Luck a été sous pression 55% du temps aussi. C'est cette défense qui les porte toujours. Oui, toujours. Puis la défense, et bon, en attaque, il y a juste besoin de faire les choses correctement. Ce que fait Trevor Siemian, c'est le même schéma que l'année dernière finalement. Oui, la différence que, encore une fois, Trevor Siemian, quand il veut, peut courir. Oui. Il est en réussite, le garçon, sur le blitz à 11 sur 16, 175 yards. Donc en plus, il a plutôt du sang-froid, il est pas parfait, il flambe pas. Et tout ça, mais il a pas besoin. Chargers 38, Jaguars 14, finalement tout va bien, Raoul. Mais pourquoi on s'inquiétait pour cette équipe? Pourquoi on s'inquiète? Un joueur majeur se blesse chaque semaine, mais qu'importe, continuons. Non, ça pour le coup c'est un petit peu triste. Voilà, c'est la saison, hein, donc c'est fini. Donc on se demandait avec Jonathan avant le podcast qui on allait perdre cette semaine, donc je dis peut-être, je sais pas, pourquoi pas Benjamin ou. Bon, en tout cas, voile positif, Melvin Gordon est à 102 yards, dont 52 yards après contact. Donc ça y est, là, il casse les plaquages, il marque des touchdowns, donc que des choses qui progressent par rapport à l'an dernier. C'est vachement bien parce que Rivers du coup trouve plus facilement ses receveurs. Travis Benjamin fait d'excellentes choses depuis qu'il est là. C'est rassurant et surtout par rapport à la semaine d'avant, on s'est pas dégonflé en menant largement à la mi-temps, puisqu'ils menaient encore largement. Et là, tous les fans des Chargers se sont dit ah ouais, mais attention. Sauf que derrière les Jaguars, ça suit pas trop. Et heureusement, eux ont continué d'avancer et ont cru en eux. Et c'est ça qui est beau. Bon, en face, il y a 2 interceptions pour Blake Bortles. Pourtant, il a été sous pression 9 fois en 50 passes, donc pas tant que ça. Jonathan, est-ce qu'on commence à compter les jours de Gus Bradley et est-ce que c'est lui le premier qui saute cette année? Moi, ce qui m'a choqué, je sais pas, mais on a quand même une attaque qui fait 50 passes pour 8 courses. Ça peut pas être plus déséquilibré, quoi. Après, il se retrouve vite derrière. Hein. Oui, c'est sûr. Aussi. Mais même, tu lances pas tout de suite comme un dingue, t'essaies de voir jusqu'à la mi-temps. Là, tout de suite, il lançait, les gars. C'est un coach défensif, hein, il faut feeling. Hein. C'est ça. Est-ce qu'il saute le premier? Moi, je pense. Hein. Mais honnêtement, déjà, s'il est là la semaine prochaine, je serais presque surpris. En tout cas, la stat qui fait mal, c'est 12 victoires pour 38 défaites pour Gus Bradley. Et sur tous les coachs avec au moins 50 matchs coachés, il est avant-dernier.
Il n'y a qu'un seul mec qui a un pire bilan avec plus de 50 matchs coachés. C'est qui? Il s'appelle Bertebel. Très bien. Voilà, je vous laisse. Si un jour j'entends parler de lui. Je savais bien, tu vois, j'ai pris le nom. Je sentais qu'on allait me le demander. Les Bears 14, Eagles 29, 21 sur 34, 190 yards, un touchdown pour Carson Wentz, nouvelle superstar. Bah oui, incroyable. En fait, ouais, superstar, ça va, il n'en a pas lancé 10. Non, mais d'accord. Mais il est quand même le meilleur rookie depuis le début de la NFL, depuis le début de la saison NFL. Il porte cette attaque, il a l'air d'être là où il faut quand il faut. Bon, alors encore, il n'a pas joué de grosses équipes, mais quand même, c'est très très encourageant. Et puis il a cette impression de facilité où tout s'est lancé, on a l'impression que c'est tranquille, c'est facile, il se met pas la pression, alors que c'est vraiment ses débuts en NFL, quoi. Et moi je trouve ça impressionnant. C'est la folie quand même, cet échange Bradford-Vikings, au final, j'ai l'impression que tout le monde est content. Ouais. C'est-à-dire que les Eagles ont récupéré un premier tour de draft, ils ont braqué Minnesota, mais Minnesota est content parce que ça marche. Les Eagles ont eu de la place pour faire jouer leur rookie, ça marche aussi. Enfin, tout le monde est heureux, quoi. C'est vraiment, il y a du bonheur cette semaine en NFL entre Dallas et eux. C'est assez impressionnant. Un petit mot sur Chicago, c'est Deprime City. Ouais, un petit peu la défense qu'on attendait porteuse finalement tient pas, alors que c'est un rookie et qu'on pourrait le faire douter un peu, mais ça suffit pas. Et en attaque, une blessure pour Jay Cutler qui est inquiet au niveau des doigts, je crois. Oui, c'était les doigts. Oui, j'ai lu la main. C'est ça, le pouce ou un truc comme ça. Donc on va voir ce que ça va donner, parce que si lui ne joue pas, j'ai regardé derrière et j'ai oublié tellement. En plus c'est dommage parce que j'ai regardé, je me suis dit... Brian Hoyer est rentré derrière. C'est ça. Et Sudfeld, non? Pas ça. C'est possible. Ouais, c'est ça. Donc au pire, bon. C'est possible. Bon, et écoutez, on passe au top et au flop. Les tops et les flops de la semaine, honneur à notre nouveau journaliste, Jonathan. Mon top, c'est Sam Bradford. Parce que je crois que au Hard Rock Café, j'ai été quasiment le seul à le défendre. Et voilà, il fait le 3e match de sa carrière à plus de 120 d'évaluation. Et il faut préciser aussi que c'était le premier match des Vikings dans leur nouveau stade et que c'est aussi une pression supplémentaire. Donc tout ce qu'il a fait, moi j'ai trouvé ça très bon. Eh ben, tu as bien raison, et en son honneur, et pour te remercier, il sera en couverture, ce sera la photo de couverture pour ce podcast. C'est beau. Sam Bradford. Bon, après, je fais genre, c'est pour toi, Jonathan, mais en fait, j'ai déjà préparé l'image, je pense. Mais du coup, voilà, regardez votre iPhone, regardez SoundCloud, regardez, tac, vous voyez Sam Bradford avec le numéro du podcast. C'est beau. Raoul, ton top. Moi, c'est les Vikings. On s'est pas concerté, mais moi, c'est les Vikings parce qu'on attendait cette équipe tirée par Bridgewater et Peterson, et finalement, aucun des deux sont là, et ça gagne quand même. Donc, bravo à eux. Le Garrett Blount, 29 courses, 123 yards, un touchdown, on a oublié de mentionner, mais c'est aussi grâce à lui que les Patriots marchent bien en ce début d'année. Alors le saut de haie, et puis il marche très très bien, je trouve, et il a quand même réussi à convaincre Bill Belichick de ne pas utiliser 20 coureurs différents par match, ce qu'il aimait beaucoup faire à une époque, et là il arrive vraiment, 29 courses pour lui, c'est quand même vraiment beaucoup de boulot, et c'est un des gros points positifs de cette saison pour les Patriots. Il va revenir, il sera encore là, et il aura peut-être moins d'attention, donc ça va être très intéressant. Une petite mention dans les tops quand même pour les uniformes Color Rush, que j'ai trouvé très réussi cette année. Et ben moi aussi. À quelques exceptions près, ils sont plutôt beaux. Qui sont très très beaux. Celui des Saints, c'est magnifique. Le blanc, celui des Patriots, c'est vraiment pas mal. Moi, je trouve qu'ils devraient prendre ça à la place de leur maillot actuel. Beaucoup plus simple, beaucoup plus moderne, beaucoup plus sympa. Les Steelers, je pense. Tout noir là, j'aime beaucoup. Non, mais il y en a quelques-uns en tout cas qui sont vraiment. Les Bengals aussi. Très. Oui, beaucoup mieux que leur actuel aussi. Il y a beaucoup d'équipes qui gagneraient à changer. C'est vrai. Les flops. Mon flop, c'est les Colts. On en a pas trop parlé tout à l'heure, mais. Moi, je me rappelle d'une déclaration d'Andrew Luck au mois de juillet qui disait on peut et on a les moyens d'aller au Super Bowl et de le gagner. On en est très loin aujourd'hui. On a une équipe qui en 2 matchs a concédé 848 yards en défense. On a un Frank Gore. Il y a 2 ans, en 2015, ils ont recruté Frank Gore, Trent Cole. On disait cette équipe va aller loin. Ils venaient d'une finale AFC. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, quoi. C'est vrai, Après, quand il a dit on a les moyens d'aller au Super Bowl, avec son nouveau contrat, il peut se payer une place. Ouais, c'est vrai. Il peut pas le gagner. Vu comme ça. Non, mais n'empêche, attends, il y a le commentateur a fait la remarque sur je sais plus quelle chaîne US qui diffusait le match. Quand Von Miller a saqué Andrew Luck, c'était le sac le plus cher de l'histoire, parce qu'en fait, c'est le plus gros contrat offensif de l'histoire et le plus gros contrat défensif de l'histoire qui se sont rentrés dedans. Donc c'était le plaquage le plus cher de l'histoire de la NFL. C'est beau. C'était une belle stat. C'est pas.
C'était une belle stat pour les gens qui aiment le pognon. C'est ça. Ouais. Voilà, ça a une certaine beauté pour certaines personnes, mais Il y en a beaucoup. Non mais voilà. Raoul, ton flop. Moi, mon flop, en fait, je l'oublie tous les ans, ça me rechoque chaque début d'année, c'est le terrain des Raiders. Sans déconner, il faut arrêter de jouer. Je comprends pas que les mecs se jettent dans du sable, c'est terrible. Et après, des gens comme Raphaël qui me disent mais ils sont bien à Auckland, ils vont pas aller à Vegas. En soi, qu'il soit nul, moi je m'en fous, je le vois pas. Mais le terrain, déjà ça fait mal aux yeux, l'espèce de truc de baseball au milieu. Ça commence à faire beaucoup quand même. Les vestiaires sont pourris, les chiottes débordent, et en plus même sur le terrain c'est pourri. J'avais oublié, et là je vois le match et je vois les gars se jeter là-dessus, le sable au milieu. Je me dis mais les gars vont se péter un genou. Et moi ça me fait du mal. Bon alors j'ai 2 flops, Buccaneers, Raiders, Jaguars, parce que voilà, j'en ai marre qu'on joue avec. Arrêtez de jouer avec mes émotions, arrêtez de me donner de l'espoir, arrêtez de faire genre, oh oui tout va changer cette année, il y a des équipes qui montent, etc. Non, c'est tout le temps les mêmes qui gagnent de toute façon depuis 3-4 ans. Non mais j'ai l'impression qu'il y a quand même, les franchises bêtes restent très bêtes et elles ne veulent pas devenir intelligentes, ce qui permet aux franchises un minimum intelligentes de rester en haut du classement, et il y a peu de renouvellement, je trouve. Il y a peu de renouvellement au final. Il y a du renouvellement mais il est pas effectif. Voilà, mais c'est pas la NBA où il y a que 2 équipes qui peuvent gagner le titre tous les ans et une seule cette année. Donc c'est toujours, il y a toujours ce suspense là, mais le groupe en tout cas de prétendants, la 10-15aine qui va en play-off, bouge pas trop ces derniers temps. Et puis un petit flopounet pour la maman de Melvin Gordon. Alors je sais pas si t'as entendu ça. Oui, j'ai entendu pas, mais moi je trouve ça plutôt sympa. Ah ouais, c'est une drôle d'éducation. Enfin, c'est pas une drôle d'éducation, mais elle est raide hein, quand même. C'est-à-dire que donc la maman de Melvin Gordon, aperçue avec un maillot de son fils dans les tribunes, et là le commentateur explique, elle porte un maillot pour la première fois parce qu'elle lui a dit pendant sa saison rookie, je porterai pas ton maillot tant que tu le mériteras pas. Non mais alors. Tant que t'auras pas fait des bonnes performances, je porterai pas ton maillot. Ok, c'est hard tout ce que tu veux, mais on voit toujours les parents avec le maillot du fiston et tout, super fiers et tout. En l'occurrence, Melvin Gordon, il a fait une saison pourrie. Si la mère, elle avait dit oh mon fils c'est le meilleur et tout le monde lui serait tombé dessus. Non, donc là, entre dire c'est le meilleur et lui dire je porte pas ton maillot parce que tu le mérites pas. Je sais pas. Non, mais elle dit ça devant les médias, ça se trouve en vrai. Elle coller des gifles le soir, tu me fais honte. non, mais voilà. Ouais, forcément, je suis sûr qu'elle est très fière de son fils quand même. Les SMS qu'elle lui a envoyé la saison dernière après les matchs. Gros naze. Tu fais honte à notre nom. Elle lui a piqué son salaire. Mais exactement. Ouais, non, mais maintenant elle l'a mis. Bon, elle a mis le maillot, c'est déjà ça. On passe aux questions. Les questions de la semaine, et on laisse à Jonathan le soin de prendre la première question, bien sûr. Alors, il y en a déjà plein à la table, on en a enlevé 4 par 4. Imprimé en gris, comme ça on lit bien. Oh bah ça va, oui. et l'autre il est exigeant. Sachez que c'est moi qui ai imprimé ses fiches aussi. Hein, vrai, donc ouais. Alors vas-y Jonathan. Alors une question de Van Creek sur les Patriots. Est-ce que Jacoby Brissett peut le faire sur les prochains matchs, ou est-ce que les Pats vont donner le minimum, vont lui demander le minimum pour éviter les blessures et faire face à une cause perdue? J'ai envie de dire oui et oui. Non attends, je vais dire teasing. Parce qu'il y a la preview du match de jeudi après. Ok. Et bim, vas-y Raoul. Teasing. Question le TOF 61-73. Salut à vous, pourriez-vous nous dire ce qu'il en est des affluences en NFL? J'ai vu de nombreux sièges vides ce week-end, ça m'étonne beaucoup. Je pensais que tous les matchs étaient presque sold out. Merci pour tout, continuez comme ça. Je vais finir par faire un don. Mais oui, fais. Pour répondre à la question, en fait c'est toujours sold out, mais les franchises rachètent les sièges vides pour avoir le droit d'être diffusés. Pas toujours. Mais pour les petites franchises, les petits marchés. Ouais, l'immense majorité est sold out maintenant. Ouais, mais c'était Saint-Louis et Jacksonville grosso modo en général. San Diego aussi un peu. Et San Diego. Ouais. Mais non, oui, normalement c'est plutôt complet. Après c'est ce que quelqu'un lui avait répondu dans les commentaires parce que j'ai checké un peu, qui l'a très bien dit. Il y a beaucoup de sièges vides au début des matchs parce que les Américains ont cette habitude d'arriver très tard. Et à la fin parce qu'ils perdent et ils s'en vont. Voilà. Non mais moi je vais vous dire, c'est un truc qui m'avait traumatisé quand je suis allé au Madison Square Garden. Donc c'était du basket, mais c'était voilà. J'avais pris, en l'occurrence c'était pas pour bosser, donc j'avais pris un ticket en spectateur. Je vous jure que j'arrive au moment du coup d'envoi, toute la rangée à côté de moi était vide, mais toute. Et tu t'es dit ouais. Pendant tout le premier quart, ça s'est rempli petit à petit. À la fin du premier quart, c'était plein. Au début du quatrième, c'est comme c'était une raclée, tout le monde s'est barré. Donc ça veut dire qu'ils ont regardé 2 cartons. Ah ouais, vu le prix du truc. J'ai été estomaqué, franchement. Et donc dans les stades de foot, c'est un peu pareil. Question de Pato Cabeza Verde.
T'as vu, Bien j'ai joué, dit bien vite, hein. joué, il a révisé. Félicitations monsieur Alain Maté pour être sorti du placard niveau je ne consomme presque plus de viande que John Amat, Tony Gonzalez, Ariane Foster et Carrefour Veggie t'accompagnent dans ce long parcours. Mais alors j'ai vu que ça a fait réagir cette histoire que j'ai dit ça que j'ai dit ça dans l'émission. Il y a eu quelques trucs, j'ai eu quelques trucs sur Twitter aussi, mais rien de méchant. Hein. Mais voilà, donc oui. Donc après, vin ou bière? Bière. Oui, il y a ce genre de questions, du coup, Jonathan, Ouais, on t'avait pas Jonathan est prévenu. surpris. Je suis désolé, on va te demander ce genre de truc-là. C'est Mais pas qu'une j'écoute les émission émissions quand même. voilà. Ah bon? Vin pour moi, et vin, en plus, je suis vraiment un mec très chiant. Juste blanc, j'aime pas le rouge, et j'aime pas la bière non plus. D'accord, bon. Ouais. Moi, je suis On le genre sera de mec- pas à l'un dîner, quoi. je ne bois que des Sex on the Beach. Whisky ou vodka? Whisky. Et du coup, Sex on the Beach aussi, du coup. Franchement, je bois pas d'alcool, donc c'est. Bon, bah, voilà. Absinthe ou quinum? Kinum, c'est quoi? Qu'est-ce quinum? Ah, Kinum, je sais pas. Kinum, du coup. Je vois pas bien le rapport, mais d'accord. Jonathan. Question de Sharky. Pensez-vous que les Seahawks peuvent aller en playoff et si oui, jusqu'où? Il va falloir attendre de voir combien de temps Russell Wilson tient sur une jambe. Je me prononcerai en semaine 5. Ouais, moi aussi, Voilà, c'est trop tôt. Trop tôt. Quelque Ouais, chose c'est ça, comme parce qu'ils avaient très mal démarré l'année dernière et ça Ouais, s'était on fini, verra. ils étaient en feu, donc. On verra. Raoul. Alors Vinny, une petite question un petit peu difficile. Quelle équipe restera-t-elle la plus longtemps invaincue cette saison? Alors il y a la liste: Steelers, Patriots, Texans, Ravens, Broncos, Vikings, Giants. Faudra avoir les calendriers sous les Ouais, yeux, c'est un peu compliqué même comme ça, comme mais ça, alors, attends, je te prends le papier pour voir la liste. Steelers, Au vu Pats, de- Texans. Écoute, moi j'ai envie de dire les Vikings. Au vu de la défense, je connais pas leur calendrier, donc ça se trouve ils vont prendre une énorme tôle la semaine prochaine. Mais pour l'instant, de ce que je vois, Je dirais Texans ou Broncos. Je pense que les Texans battent les Patriots et qu'ils peuvent enchaîner un peu derrière. on va voir. Non, moi, je dirais bien les Broncos aussi. Ouais. Bon bah voilà. C'est à moi, c'est Prince Brady. Après un changement de coach, de maillot, de quarterback et sûrement d'autres choses à tous les niveaux, les Browns ne devraient-ils pas penser à changer carrément de GM, de propriétaire de stade, voire de ville, histoire de repartir à zéro et construire quelque chose de crédible? Bah, changer de vie, il l'avait fait quand il s'était barré à Baltimore. Ça a plutôt pas mal marché. Donc, le problème... non, mais... Tu peux pas repartir de zéro de toute façon, c'est impossible. Non, mais c'est toujours la direction le problème dans ces Ouais. cas-là, quand c'est structurel depuis des années. Donc là, leur nouveau plan, c'est de accumuler les choix de draft. Donc en 2018, ils auront une équipe complète de rookies et puis on verra ce que ça donnera quoi. Apparemment, ils avaient 14 choix de draft cette année qui ont tous été dans l'effectif actif, qui ont tous survécu au cut. C'est-à-dire le niveau de l'effectif. Exactement. Question de Craps63. Si vous deviez choisir un coach NFL pour le mettre dans une autre équipe, ce serait quel coach et quelle équipe? Bah, moi je mets Belichick chez les Chargers et voilà. Hein. Non mais sans blague. Il nous propose Fisher chez les Browns pour leur permettre d'atteindre 8-8. Oui. Ah, ça serait une belle progression. Je sais pas trop. Non mais tu vois, sinon des expériences folles. Tu vois. Mais John Fox par exemple, qui est plutôt un bon coach défensif et qui là à mon avis n'est pas servi à Chicago, tu le mets dans une équipe pas trop mauvaise, style, bah tu l'envoies chez les Ravens, tiens, non parce que John Harbaugh il est sympa. Ou alors. Je crois pas en John Fox, donc je vois pas. Si, moi j'y crois. Je l'enverrai bien. Ou chez les Redskins, tu vois, un truc. Il fait partie de ces coachs interchangeables, John Fox. Il y en a ouais, comme ça, après, Fox, Caldwell, Cutter. Fox et Caldwell à côté. C'est des mecs qui ont été loin un moment parce qu'ils avaient Peyton Manning. Tous les deux. Ok, d'accord. Non mais voilà. Hein. Ouais, non, très après bien, je suis méchant parce que Fox a fait des choses avec les Panthers en début de carrière, mais si. Alors non, bah, du coup, si on peut faire des expériences, Belichick aux Browns pour voir ce qu'il fait. Moi j'aimerais bien voir l'inverse, un coach moyen dans une grosse équipe comme les Patriots. Je sais pas, Par Fisher exemple, par aussi, exemple, ouais. chez les Patriots, voir ce que ça donnerait. Ouais. Est-ce que ce serait vraiment des malades? Mais Ouais. Belichick aux Browns, ça me plaît parce que ça ferait retour aux sources en plus, parce que c'est sa première franchise qu'il a coaché. Ouais. Et tu vois s'il s'en sort. Ça pourrait être pas mal. S'il a bien progressé. Raoul. Alors, c'est un petit peu long, je vais pas tout lire, une question d'El Jaguarito. Il est déprimé, Ouais, Jaguarito. c'est ça, qui est complètement déprimé par les Jaguars, qui dit qu'il perd toute estime de lui-même à force de regarder cette équipe de tâches. Je suis désolé, je vais pas tout lire, c'est limite déprimant, mais qu'est-ce qu'il nous conseille pour ne pas sombrer dans la plus profonde dépression? Qu'est-ce qu'on lui conseille pour... Sex on the Beach. Oui. Ou regarder d'autres matchs de NFL, à la rigueur. Ouais, ça et le risotto. Et le risotto au cèpe de la Mathilde. Short qui nous demande: salut, question NCA un peu. Pensez-vous que Lamar Jackson a le potentiel pour la NFL? Le mec a l'air tellement facile sur le terrain. Les défenseurs sont transformés en plots. Alors, pour l'avoir vu du coup cette semaine, je vais pas dire de près, mais pour l'avoir commenté pendant 2 heures, oui.
forcément il a l'air facile, etc. Après c'est pas un quarterback, c'est-à-dire que il n'est pas encore tout à fait précis, il garde parfois le ballon trop longtemps, donc Johnny Manziel aussi, les mecs avaient l'air de plots à la fac. Voilà, je ne dirais que ça. Après il n'est pas alcoolique, donc c'est pas, je parle juste du joueur. Donc oui, c'est un très très bon joueur universitaire, il est excellent, il est fun à voir jouer, mais on n'en est pas à la NFL. Question de Fidel Gastro en 2 parties. D'abord, Alain, est-ce que tu continues de miser sur les Bucks en playoff? Oui, allez. Incroyable. Et après, il nous demande, parmi les équipes qui sont à 0-2, laquelle est susceptible d'aller en playoff? Il ne donne pas la liste en vrai. Du coup, il n'y a pas la liste. Non, mais du coup, on les a pas forcément mémorisés, mais de mémoire comme ça, du coup, les Colts sont à 0-2, non? Les Colts, ouais. J'allais dire les Bengals, mais non. Les Jaguars. Les Saints. Les Saints. Non. Si, moi, j'y moi, crois les pas. Saints. Il y en a aucune là qui me frappe comme étant capable de remonter, très honnêtement. J'en ai pas une qui me vient là sur le truc. Alors, Pac Nanor qui nous dit que lorsqu'on voit ce que les Pats arrivent à faire avec Brady, voire Garoppolo, les Packers avec Rodgers, les Seahawks avec Wilson, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de drafter un QB numéro 1? Oui, mais enfin après, c'est la loterie dans tous les cas. En fait, c'est ça, c'est que la draft, c'est une loterie. Ouais. Non, je sais pas. Hein. Si, une fois que tu sais qu'il est bon, tu dis que ça servait à quelque chose. Mais oui, voilà. Non, mais c'est parce que Brady, à ce moment-là, tu peux t'amuser à choisir des quarterbacks au 6e tour tous les ans, toute ta vie, et jamais tomber sur Brady. Donc c'est pas ou même chose au 3e. Non, mais c'est vraiment une question d'évaluation, de chance, de voir que les gens l'ont pas chopé. Parce que il y a eu des Brady et des Wilson, mais il y a quand même eu des Peyton Manning, des Eli Manning, des Ben Roethlisberger, des Philip Rivers qui sont tous au premier tour. C'est vrai. Donc Andrew Luck est au premier tour. Enfin, si on fait le quota, au bout d'un moment, il y en a plus, je pense, qui ont été pris au premier tour dans ceux qui marchent actuellement. Mais oui, après il y a des pépites. Mais après, on parle de joueurs aussi qui arrivent. C'est quand même très restreint maintenant le cercle des quarterbacks qui portent une équipe en NFL. Il y en a quoi, 5, 10 Ouais, pas plus. Donc, ça dépend aussi de l'environnement dans lequel ils arrivent. C'est vraiment c'est ça, peut-être que Brady drafté par les Browns, il aurait jamais progressé autant. C'est vraiment au pifomètre quoi. Datis Terror, top 3 joueurs NBA qui pourraient rejoindre la NBA et inversement. Alors, et la NFL du coup. Oui, la NFL du coup, oui. Vu que Tim Thibault a lancé la hype de changer de sport, autant en profiter. Alors après, la hype de changer de sport. Il est en 2e division, je sais pas. Non, mais voilà, il a pas lancé la hype de changer de sport. Enfin, disons que Bo Jackson et Deion Sanders l'ont fait en étant à haut niveau. Parce que Tim Thibault a lancé le concept de faire 2 sports en même temps et d'être nul dans les 2, en fait. C'est ça. Donc, non, mais tu vois, parce que à ce tarif-là, moi, je peux cirer le banc en Ligue 1 et en Pro A. Tu vois. Ouais. Tu peux être porteur de haut dans les 2 aussi. Ouais, c'est vachement bien. Et encore, parce qu'on a dit Thibault joue pas en MLB. Donc, je peux cirer le banc en national et en Pro B. Voilà. Tu vois. Donc non mais c'est vrai, donc voilà, non mais genre Bo Jackson l'a fait à haut niveau, Deion Sanders l'a fait à haut niveau, il y a des mecs qui l'ont fait mais c'est très rare. Donc alors moi j'aurais détourné un peu sa question. Quel sportif vous verriez en NFL? Quel sportif d'un autre sport? Alors déjà la NBA, ça me paraît simple, LeBron James. LeBron James c'est un bon gros Titan. Ah ouais, Titan incroyable. Moi je paye tout de suite pour le voir. Allen Iverson était un meilleur joueur de football américain au lycée que basketteur. Ouais, et pourtant ça aurait bien sorti. Donc, ça aurait été assez incroyable. Dans les autres sports, après c'est difficile parce que t'as pas autant de sports avec où il faut des gars aussi. Receveur par exemple, ceux dont on parlait pendant les JO. Retourneur, c'est pas suffisant. Parce qu'il est un peu queuse quand même. Il est sec. Ouais, c'est ça, tu vois. J'ai peur qu'il prenne un choc. Ouais, mais même ça suffit pas. T'as toujours un gars qui sera devant le. Enfin, il va toujours se retrouver face à un gars, quoi. C'est vrai. Donc c'est difficile. Dans les autres sports, t'as pas autant de mecs. Après, si au rugby, on avait déjà eu cette question et on avait dû dire Louis Picamol qui pareil ferait un bon tight end ou truc comme ça. J'en ai un sur la NBA, juste pour le délire. Boban Marjanovic. Ah oui. Les connaisseurs de NBA comprendront. Je ne sais absolument pas à quel poste le faire jouer. La ligne offensive. Mais Boban, il écarte les bras. Ah oui, il bloque 2-3 mecs. Aussi, hein. Ouais, voilà. Mais il est un peu plus grand encore, Boban. Ah ouais, d'accord. Ouais. Puis il a un nom de la main offensive. Donc... Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais Boban Marjanovic, ça me. Avec les mains qu'il a en plus, il a des mains incroyables. La main sur le casque comme ça, il arrête le gars. Il a des mains incroyables. Jonathan. Question de Pedrito Pat 6. Est-ce que les Pats devraient songer à faire une dernière pige à Peyton Manning? Je sais plus quel site j'ai lu qui mettait ça, un site ricain. Bon, il va jamais le faire, c'est impossible et tout. Mais ça serait marrant. Quel délire ce serait de voir jouer 2 matchs avec les Patriots. Ah, ça serait vraiment drôle. Surtout que là, toutes les pubs où il tourne, où on lui dit ouais, profite de la vie avant d'être retraité et tout. Moi, ça me fait assez marrer. Après, donc, il est déjà cramé, plus que cramé, mort. Je préfère avoir Brissett si je suis les Patriots. Moi aussi. Ouais. Alors, Jeff Theon qui nous dit pour les Broncos, Brock Osweiler à 18 millions par an ou Trevor Siemian? L'idéal, ça aurait été de garder Osweiler, je pense, mais
Bah ouais, c'est sûr. Pour le Super Bowl, qu'est-ce qui serait pire, Browns versus Rams ou que la NFL confirme Lady Gaga au show de la mi-temps? Lady Gaga, ça va être confirmé, hein, les amis, malheureusement. Donc, Ouais, puis, franchement, moi je préfère ça plutôt que Browns versus Rams parce qu'au moins après, ça dure moins longtemps. Ce serait fun, hein. Ah non, ça dure moins longtemps et puis au moins tu vois du football quoi. Est-ce que ce serait vraiment pire que le Super Bowl de l'an dernier? Parce qu'il ferait tellement d'erreurs qu'il y aurait des points. Ouais. L'an dernier, c'était une purge hein, quand même. Ah ouais, c'était moins pire que celui de Seahawks Broncos. Hein. Ah, ça, c'est... Non. Camille dit non, mais parce qu'il est partisan. Enfin, je suis désolé, moi, l'an dernier, je me suis plus amusé qu'il y a 2 ans. Hein. Les deux étaient assez laids. Parce que t'avais pas de suspense, c'était pas marrant. Les deux étaient très très vilains quand même. Donc, non, moi, Browns Rams, non, ça ne m'intéresse pas. Pas de. Bon, moi je vais dire Browns Rams. Non, je m'en fous, Lady Gaga, je regarderai pas. Non, moi j'aime bien Lady Gaga, donc... Ah bon, oui, bah. mais si, ça se laisse. Donc Browns Rams. Mingomé nous demande à quoi un dossier sur la Madden Curse en audio bien sûr qui nous prive cette saison d'un Gronk qui aurait bien pu aider Brissett sur les prochains matchs. En plus ce serait rigolo dans la série des podcasts hors série mais pas trop. Moi j'aurais dit à la limite plutôt que de faire un Madden Curse, faire un podcast hors série jeux vidéo. Ouais, bah, ça me va. Hein. Ouais. Moi je joue pas beaucoup aux jeux vidéo mais... C'est ce que j'allais dire. Moi je peux vous faire un podcast sur Madden, NBA 2K et FIFA. Voilà. Non, moi c'était une blague, pardon. Mais... C'est vrai, ah, moi, non mais sérieusement moi je joue qu'à ces 3 là. Ah non, moi j'ai eu une jeunesse compliquée. Jonathan. Question d'Orisha. Après ces 2 premiers matchs, est-ce que les Vikings sont le réel outsider de cette saison? Ah bah ça, je me permets d'interrompre, on me demande si les Vikings n'ont pas la meilleure défense chez Bears 91. Ça se tient. La meilleure défense, je sais pas, parce que celle des Broncos, tu penses, parce que tu penses tout de suite à eux, parce qu'ils sont champions en titre, parce que l'an dernier ils ont porté tout le monde. Mais les Vikings sont pas loin d'avoir la deuxième, si ce n'est le top 3. Donc, est-ce que ça fait de sérieux outsiders? Oui, moi je pense. Après, ça va toujours dépendre de la santé de Bradford, mais avec l'équipe dans son état actuel, ils peuvent très bien faire mieux que l'année dernière. Ouais. Raoul, c'était à toi, c'était à moi, c'était à qui? C'était à moi du coup, parce que j'ai Allez, on va faire vite les derniers. Pedrolito 7 qui nous dit hello l'équipe TDA, selon vous, que doit faire le staff des Steelers pour le match 4? William ou Bell, ou les deux? Une sorte de double menace, continuez comme ça. Bah, ça va être costaud hein, d'avoir les deux. Ouais, moi j'aurais tendance à privilégier Williams, tu changes pas une équipe qui gagne. Oh non, tu fais jouer Levan Bell quand même, Je sais pas. trouve une place. Ouais, retourneur. Le Faucon qui nous demande, suite au scoop du dernier podcast sur le régime alimentaire vegan, c'est pour ça que je disais qu'il y avait sur le régime alimentaire. Alors je ne suis pas vegan déjà. Mais t'es pas végétarien non plus. Non, j'ai mangé un poisson la semaine dernière par exemple. Voilà, t'es pas végétarien. Non mais je m'y mets petit à petit. Voilà, je m'y mets petit à petit. Mais je mange transition, plus. Non mais en effet, je mange plus de viande, mais je vais pas vous bassiner avec mon régime alimentaire. Ça m'a échappé la semaine dernière, mais je veux pas. c'est pas. Je vais pas vous parler de ça. Mais donc non, je ne suis pas vegan et mon fromager peut en témoigner, hein, parce que je vous jure qu'avec les ravages que je fais là-bas, je ne serai absolument jamais vegan de ma vie. Le gorgonzola, le parmesan, le camembert, le Stilton et qu'est-ce que j'ai mangé d'autre, et le chèvre que j'ai mangé ces 4 derniers jours. Tout ça, c'est mes 4 derniers jours. D'accord. Ouais, donc tout ça, ça vous assure que je suis pas vegan. Pourriez-vous nous confirmer s'il porte dorénavant des slips avec des cochons policiers, s'il se laisse pousser les cheveux pour tenter une coupe afro, s'il chante toujours à tue-tête au grand espoir de ses voisins de la Marseillaise? Donc je suppose que c'est une révérence à Colin Kaepernick. Sûrement. Qui, du coup, je crois, est vegan. Et je n'irai pas vérifier pour les souhaits. Non, mais hey, j'adorerais avoir la même coupe de cheveux que lui. J'adorerais avoir la même coupe de cheveux. Avec, mais c'est un peu bizarre. J'adorerais avoir une coupe de... Alors, malheureusement pour moi, j'ai le cheveu fin qui tombe et qui en plus se barre. Mais mais j'aurais adoré. C'est bête qu'il ait tout plaqué. Ouais, en plus, mais j'étais déçu. C'est bizarre, ouais. Pourquoi il a fait ça? C'est moins bien. Mais ouais, prochain podcast hors série, les coiffures. Les coiffures des joueurs. Non, mais c'est vrai, j'aurais adoré avoir les cheveux comme il avait. On pourrait toucher les fouteux comme ça. Je suis jaloux. Jonathan. Question d'Elway75 pour Alain. Si Josh McCown est le supercopter de Cleveland, Isaiah Crowell pourrait-il être le tonnerre mécanique des Browns? Et ça alors, si c'est pas de la référence des années 80-90, elle est pas mal. On se reconnaît. Hein. Tonnerre mécanique, je crois que c'était une moto, mais je sais pas pourquoi je dis ça à voix haute, parce que vous êtes trop jeune à mon avis. Moi j'en ai aucune idée. C'était une bagnole, c'était une moto je crois. J'ai googliser, j'ai pété. Moi je connais K2000 mais pas tonnerre mécanique. Je pas exagéré. Je crois. Allez vas-y, une dernière chacun. Dirty Fighter 33 qui dit Alain Mattei, un côté Laurent Luyat, vous ne trouvez pas? Bah, je sais pas à quel niveau, moi je trouve pas trop. Physiquement, je pense pas. Une fois, on m'a dit que je ressemblais à Robert De Niro. Je crois que c'était le truc le plus tiré par les cheveux qu'on m'ait dit aussi. Avec les lunettes, peut-être, là en te regardant, mais. Jeune. Ouais, je sais pas, je l'ai pas vu jeune, donc je peux pas te dire. Dans Taxi Driver. Quoi? Non. Non, je. Bon, après, moi j'ai pas particulièrement. Désolé. Camille nous regarde en coin. Non. Camille vérifie, mais il a pas l'air d'accord. Non, Camille est plus cinéphile que nous, donc c'est pour ça que je croyais que c'était sur le Taxi Driver qu'il avait tiqué. Ah, et puis bon, allez, une dernière. Thomas CLB, les Giants 16-0 et victoire au Super Bowl contre les Pats.
Moi, je dirais l'inverse. 16-0 et défaite au Super Bowl contre les Pats. Comme ça marche comme ça. Ceux qui font 16-0 perdent de Super Bowl. Donc, c'est la justice. Moi, ça me va. Ça va, Jonathan. On enchaîne. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Et on termine avec une petite preview du match de jeudi. Vous n'oubliez pas, bien sûr, l'émission du jeudi maintenant, la nouvelle émission avec tous les pronostics, tous les résultats, toutes les previews. On vous donnera les résultats des pronostics à ce moment-là. Cette semaine, je crois. Comment ? Des bons pronostics. C'est vrai. Écoute, Joachim nous a envoyé les scores. On regardera ça jeudi, mais on vous fait la preview du match du jeudi, bien sûr. New England Patriots, Houston Texans, match très intéressant, match encore plus intéressant. Est-ce que Jacoby Brissett peut s'en sortir ? Eh ben moi je pense pas parce que j'ai vu le match des Texans cette semaine et leur défense est quand même très très forte. Il y a du gros pass rush, il y a de la pression, il y a quand même JJ Watt qui s'est enfin réveillé, qui avait fait un premier match un peu en dedans et qui là s'est réveillé sur celui-là. Il y a du talent, il y a beaucoup de talent en attaque aussi et si c'est Jacoby Brissett pour les Patriots, j'ai peur que ça suffise pas. Moi franchement bon ça va être un peu sadique mais j'adorerais pas une blessure mais je sais pas une expulsion ou un truc comme ça pour voir Edelman en quarterback ça serait génial cette histoire. Ça c'est l'info dingue, ils ont pas recruté de quarterback donc Edelman serait numéro 2. C'est incroyable, c'est juste génial et c'est vrai que je te rejoins Jonathan pour voir ce que ça donnerait, je serais assez d'accord. Fantastique. Ouais. Et par contre, il a des stats assez vilaines. Edelman, du côté de quand il était, je crois, que c'était Kent State, sa fac, 30 touchdowns pour 31 interceptions. Donc voilà, c'était pas. Ouais, on sait pourquoi il est receveur aujourd'hui. Oui, non, mais voilà, ça c'est le. Et puis sa dernière passe, c'était un touchdown pour Amendola contre les Ravens. C'est vrai, c'était une belle action. Et c'est sa seule passe en NFL qui lui permet d'avoir une évaluation parfaite de 158.3. Donc c'est bien meilleur que beaucoup de quarterbacks. Il est meilleur que Brady. Et du coup, il est meilleur que Brady. Bon, et puis Brock Osweiler a battu les Patriots à Boston l'an dernier, c'était avec Denver. Les Patriots sont 9e au yard concédé après 2 matchs, 339 yards. Là, ils vont peut-être en prendre un peu plus ou. Je sais pas s'ils en prendront plus, mais encore une fois, j'ai peur qu'ils n'arrivent pas à en mettre beaucoup. Ouais, voilà. Ils peuvent pas en rendre assez pour vous. Pas avec Dak Prescott, n'importe quoi. Jacoby Brissett. Tu l'aimes trop, lui. Dak Prescott est partout. Non, il y a une bonne défense, mais avec Brissett, ça me paraît juste, oui, surtout face à la défense des Texans. Quoi. Et ben messieurs, on va terminer du coup sur le 2-minute drill. Alors du coup, c'est une première pour Jonathan. Et donc, alors, c'est ma faute. Il y en a pas assez pour tout le monde. Donc, on a une feuille pour 3, regardez ça. Ah, très bien. Et donc, Raphaël, et c'est Jonathan. D'accord. Voilà. Et j'ai encore pas le générique. Je sais pas ce que j'ai foutu. Il faut que je retrouve le générique du 2-minute drill. Et Ben Britton assure qu'il jouait mieux quand il était défoncé. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste une impression, ce Levon ? Oh, c'est sûrement vrai. Moi, je pense que le mec, justement, avait l'impression, tu sais, oh, je suis génial, waouh. Est-ce que Robert Griffin va rejouer cette saison ? Non, bah du coup, ils vont garder Josh McCown. Oui, sûrement. Pendant combien de temps Jeff Fisher va rester le coach des Rams ? 2 ans ? 3 ans ? 3-4 ans, allez. 7-9 ans, ouais. 7-9 ans, nous dit Camille. Très bien joué, ça. Est-ce que vous pensez que Tom Brady a appelé une émission de radio de Boston sous un faux nom ? Parce qu'apparemment, donc il y a un mec, Matt de San Diego. J'habite depuis 15 ans à Boston. Je sais pas si c'est vrai, mais j'adore l'idée. Ouais, j'ai écouté et franchement, je comprends qu'on doute. Il y a peut-être un petit truc. Est-ce que la NFL va supprimer les kick-offs ? Ce serait idiot. Je comprends pas l'idée. Enfin, ça fait partie du jeu, quoi. Ça semble en tout cas être en réflexion. Ouais. Las Vegas a voté un financement pour un stade. Est-ce que les Raiders vont y aller ? En tout cas, ça s'approche parce que 750 millions, c'est pas rien quand même. Ouais, et puis moi je milite pour. Franchement, il faut changer. Oui. Puis Lady Gaga au Super Bowl, messieurs. Oui. Ça semble fait. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous allez regarder ? C'est ça la question. Moi, je regarde toujours en principe. J'avais regardé les autres alors que j'aimais pas du tout. Là, Lady Gaga, je dois avoir 1 ou 2 chansons sur mon iPhone. Bon bah. Et donc Jonathan, tu es fan de Lady Gaga, c'est l'info du genre. Non, pas. Fan, j'irais pas jusque là, mais tu c'est. Es un petit monster alors. Oui, c'est ça, bien vu. Mais ça me déplaît pas. Bon, bah, très bien. Non, mais après, on respecte les choix de chacun. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On a bien chanté du Katy Perry dans cette émission. Danser sur du Katy Perry. Peut-être qu'on va devenir fan de Lady Gaga avec le show de mi-temps. D'ailleurs, moi, je suis devenu fan de Katy Perry avec le show de mi-temps. Et de Bruno Mars. Et de Bruno Mars. C'est ainsi que se
termine l'épisode 139 du podcast Jean Actu. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup Jonathan d'être venu. Merci à vous, c'était super. Et puis on te retrouvera peut-être soit en remplacement, soit dans des hors-séries. Il y a plein de choses qui sont prévues pour cette émission. Merci de nous avoir suivis en tout cas à vous tous. On se retrouve jeudi pour la preview du week-end et les pronostics. N'oubliez pas, c'est notre nouveau rendez-vous de la saison. On vous rappelle que le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris qui vous propose des soirées NFL tous les dimanches à 19h avec Wings à volonté et Happy Hour. On remercie également tous ceux qui nous suivent et qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Il y a un petit lien sur la page d'accueil du site. Tiens, j'en profite pour une petite annonce. Ouais, c'est de l'avant-première si vous téléchargez le podcast mardi, mais nous allons avoir une boutique sur Touchdown Actu aussi à partir de mercredi. Ce sera annoncé mercredi dans la journée sur le site. Surprise. Allez, on donne la primeur à ceux qui nous suivent sur le podcast. Vrai, vous le méritez. Et vous allez retrouver dessus plein de t-shirts aux couleurs du site, mais aussi avec plein de logos originaux créés par Romain Terrasse, notre graphiste, qu'on salue et qu'on remercie. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. C'est aussi un moyen d'aider le site. Une partie des revenus reviennent au site, donc n'hésitez pas. Pour nous suivre, donc @Touchdown Actu pour le @NFL Actu. Je vais y arriver un jour. Toujours pas changé sur tes fiches. Oh là là, @NFL Actu sur Twitter, @Raphaël_ pour TDA pour Raphaël qui n'est pas là, @Raoul VDG pour Raoul, Jonathan. @FamJS. @FamJS, PHAM. PHAMJS. Camis Araben, @Alain Mattei. Pour moi-même, on vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Si vous voulez aller plus vite dans votre navigateur, nflactu.com. Et bim, hop, ça va plus vite. Et voilà, si vous avez un ami à qui vous voulez donner, nflactu.com. Boum, boum, ça va beaucoup plus vite. On vous dit très bonne journée, très bonne semaine. On se retrouve dès jeudi pour la preview des matchs. Et comme on a parlé de Lady Gaga, j'ai décidé de mettre un truc un tout petit peu plus punchy pour la fin d'émission. Allez, très bonne semaine à tous. À jeudi. Ciao, ciao.